Tout ce que j'ai fait sans la communauté, ça n'aurait pas été possible. En fait, je réponds souvent beaucoup à la demande. Donc j'ai l'impression de pas prendre de risques. Et c'est aussi ce qui fait que dès qu'on propose quelque chose, en fait, ça fonctionne, tu vois. Le point de réunion des gens, ça doit pas être de l'information, ça doit être des valeurs. Parce que ce qui marche le mieux, c'est quand on fait quelque chose et on sait pas pourquoi que ça marche. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand tu fais du toi. C'est vrai. En fait, tu vois, c'est quand tu fais juste du toi, quand tu fais ce que toi tu aimes avec ta personnalité, etc. Mais c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Ça suffit largement parce qu'en fait, c'est pour tes valeurs que les gens vont se réunir. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Chloé, un grand merci à toi pour avoir accepté l'invite et pour être là avec moi aujourd'hui sur cet épisode. Et comme je disais, un des premiers épisodes du podcast. Ouais, je suis très contente d'être là aussi et super contente de te reparler un peu. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'était vu et qu'on avait discuté en live, c'était Mexique. Ouais, je crois que c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an au Mexique, ouais. Un tout autre contexte. Plus d'1 an, 13 mois même. Parce qu'on était, je crois, en décembre. Oui, c'est ça, ouais. Hyper content aussi d'aborder aussi le sujet du jour avec toi. Je t'ai imposé le sujet de la création des communautés pour gérer et faire grandir un business. Et je pense, alors déjà, ça va être extrêmement intéressant pour moi parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de creuser. Et je pense également hyper important pour les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Et éventuellement, ce que je te propose de faire, s'il y a des personnes qui ne te connaîtraient pas, alors je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast-là te connaîtront de près ou de loin, mais te connaîtront. Mais pour la minorité pour qui ce ne serait pas le cas, est-ce que tu serais OK de nous dire un peu rapidement en intro qui c'est Chloé Bloom? Qui c'est Chloé Bloom? Ouais, c'est toujours une question difficile à répondre. Imposer aussi. Ouais, imposer aussi, ouais. Je sais aussi, imposer aussi. En fait, c'est juste que c'est difficile pour moi de répondre parce que tu sais, j'ai pas de métier à proprement parler. En fait, je sais jamais quoi répondre quand on me demande quel est mon métier. Donc, pour faire simple, en fait, donc on me retrouve sur tous les réseaux sous le nom de Chloé Bloom. Et donc, je suis entrepreneur, je fais des conférences, j'ai écrit un livre, j'ai des programmes d'accompagnement. Et en fait, mon truc à moi, c'est de transmettre un maximum de choses aux gens qui ont pu, moi, m'aider dans ma vie ou autre, pour les aider à transformer leur monde intérieur, pour les aider à transformer leur vie, pour les aider à s'épanouir sur tous les plans, à oser, à être audacieux, etc. Et ça prend la forme de plein de choses différentes. Donc, tu vois, j'ai eu une marque de vêtements, j'ai eu un coworking, j'ai des produits physiques, j'ai eu des retraites, on fait on fait des coachings, des conférences, des séjours, des immersions, on fait plein de trucs différents, en fait. Donc, je fais un peu ce qui me botte pour servir la communauté. Alors, je serais intéressé juste que tu me partages ça parce que moi, quand je vois ce que tu fais, j'appellerais ça coach de vie. Alors, à mon avis, t'as pas envie de l'appeler comme ça et j'aimerais juste et j'aimerais juste savoir pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que coach de vie, en fait, ça englobe tout et n'importe quoi et que c'est un peu flou. C'est un peu flou, puis en fait, c'est pas tellement vrai, en fait. C'est surtout ça, la deuxième raison, c'est qu'en fait, je ne fais pas de coaching. Je suis pas coach, moi. Je suis pas coach. J'ai plus une posture de, entre guillemets, tu vois, mentor, ou de, c'est difficile pour moi de mettre un mot là-dessus. J'ai pas vraiment la posture de coach, tu vois, qui va poser des questions ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai vraiment plus une posture d'inspiration, de dialogue, ou de dire, en fait, moi, je vois tout de suite l'information qui bloque chez toi, voilà, c'est celle-ci. J'ai pas vraiment cette posture de coach, donc c'est aussi pour ça que j'aime pas forcément l'utiliser. Et ouais, je pense que c'est surtout ça. Et puis c'est aussi que tu sais, j'accompagne pas les gens sur tout leur domaine de vie. Moi, mon truc, c'est vraiment sur l'introspection et l'expérimentation de soi. Donc voilà, il y a pas de coaching et je parle pas de tous les aspects de vie, alors que je l'ai eu fait. Parce que je sais pas si tu te rappelles ou si tu étais là, mais il y a quelques années, moi, j'étais vraiment dans le domaine du bien-être. Je suis passée par le sport, ensuite je suis passée vraiment par le côté alimentation, bien-être au naturel, etc. Vraiment le côté holistique. Et puis là, ça fait que quelques années que vraiment je suis allée dans tout ce qui était dev perso, spiritualité. Moi, je t'ai pas connu à cette époque-là, mais je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à Milan
dans laquelle tu te rappelles le petit talk que tu avais pu faire, et là j'avais compris ces différentes étapes-là, et je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a, tu sens tout un chemin qui est fait, une évolution de ouf aussi. Moi, ce qui me marque aussi beaucoup chez toi, c'est c'est entre guillemets le nombre d'années depuis lesquelles tu fais ça, et surtout le volume de personnes. Je suis allé voir un peu ton compte Instagram avant, et j'ai vu que tu avais créé le compte Instagram de ton académie aussi en parallèle, et je me dis waouh, pour qu'un compte Instagram d'une académie ait autant de personnes, c'est qu'il y a eu un paquet de personnes qui ont été impactées par Chloé. Je sais pas si tu as un chiffre à partager du nombre de membres que tu as pu avoir ou du nombre de personnes qui sont passées à un moment donné chez vous. Alors, du nombre de membres qui sont passés chez nous, je sais pas. En termes de noyau dur, en fait, qui restent régulièrement dedans, je pense qu'on doit être en ce moment peut-être à peu près autour des 4000 personnes, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui entrent, des gens qui en sortent. En fait, en fonction de ce dont ils ont besoin, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime aussi avec la Bloom Academy, c'est qu'en fait, venez comme vous êtes, en fonction du thème s'il vous parle. Il y a des gens qui restent dedans, qui sont à l'année, et puis il y a d'autres gens qui viennent vraiment juste pour un thème et qu'ensuite ils repartent. Et en fait, tu vois, c'est un peu le but que j'ai et qu'on a avec l'équipe, avec tout le contenu qu'on propose, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. On propose beaucoup de contenus différents sous des formats différents. Tu vois, il y a le podcast qui est celui qui impacte le plus de monde aujourd'hui. C'est là où on a le plus d'auditeurs, en fait. C'est vraiment là où on a le plus gros nombre de personnes qui nous écoutent. Il y a le podcast, il y a les newsletters, il y a la Bloom Academy, il y a des accompagnements qui se font en solo. Donc, il y a plein de formats différents pour que tout le monde puisse vraiment s'y retrouver. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes fonctionnements, c'est pas forcément tout le temps exactement la même cible et les mêmes problématiques. Et puis, qu'il y a des choses aussi que moi, par exemple, je peux pas apporter seule. Tu vois, dans la Bloom Academy, on a des experts qui viennent et qui interviennent sur des sujets que moi, je vais pas maîtriser. Donc, je préfère que ce soit des intervenants qui viennent, tu vois. C'est ouf, juste 4000 personnes qui sont là en récurrent. Alors oui, évidemment, il y a ceux qui arrivent, ceux qui ressortent, mais 4000 en récurrent, c'est impressionnant. Quand même. Je sais pas. Du coup, je te le dis. Ça m'emmène du coup sur la question quel thème de cet épisode que je voulais tourner avec toi, c'est celui qui me semblait le plus pertinent et celui sur lequel je voulais creuser avec toi, c'est quel est l'impact, plutôt on va dire, est-ce que tout ça aurait été possible sans la création d'une communauté? Et j'aimerais bien aussi rentrer en détail derrière sur est-ce que c'est volontaire depuis le début de créer ce noyau dur et cette famille que tu as créée là. Je te pose deux questions d'un coup, mais je te les reposerai en différé. Alors, tout ce que j'ai fait sans la communauté, ça n'aurait pas été possible parce que c'est un business model. Moi, je m'en suis rendu compte seulement il y a quelques années, mais c'est un business model. Il y a plein de gens qui fonctionnent avec des business models différents et nous, en l'occurrence, c'est vraiment sur la communauté et avec cette communauté-là. Donc, clairement, sans la communauté, non, en fait. Moi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Le business ne se serait pas développé de cette manière-là et on n'aurait pas fait ça. En fait, tu vois, la communauté qu'on a aujourd'hui, moi, je me sens extrêmement chanceuse, même si on le sait, tu vois, c'est pas juste de la chance. On a tous beaucoup travaillé à construire cette communauté. Moi, j'ai vraiment quelque chose pour la fédérer, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, quand on lance quelque chose, en fait, moi, je j'ai pas la sensation de prendre beaucoup de risques parce qu'en fait, je lance toujours un produit, même quand il est gratuit, tu vois, en fonction de ce que je ressens comme besoin dans la communauté. Je suis très, très connectée à ma communauté. Je sais exactement le mood qu'ils ont chaque semaine. Je sais exactement les besoins qu'il y a chaque semaine. Les envies, les sujets sur lesquels les amener, etc. En fait, je sais répondre à leurs besoins. On dialogue beaucoup. Du coup, si tu veux, quand je propose quelque chose, que ce soit gratuit ou payant, j'ai pas la sensation vraiment de prendre un risque parce que je sais qu'en fait, ça va leur plaire et que ça va leur correspondre. Quand, par exemple, d'autres entrepreneurs peuvent avoir un peu d'appréhension, par exemple, à lancer un nouveau programme ou à lancer un séminaire qui est gratuit ou quoi que ce soit, parce que quand t'as pas l'audience, tu sais pas exactement comment les gens vont réagir. Moi, en fait, je réponds souvent beaucoup à la demande, donc j'ai l'impression de pas prendre de risques, et c'est aussi ce qui fait que dès qu'on propose quelque chose, en fait, ça fonctionne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Moi, mon podcast, j'ai commencé à le créer quand j'avais déjà une petite audience. Ce qui fait qu'en fait, en 2 semaines, j'étais déjà dans le top 3 tout le temps, tu vois, et je suis jamais redescendue du top 100 d'Apple, et c'est la communauté qui soutient ça, tu vois. Donc j'ai vraiment un grand soutien de leur part. Okay, alors, je te pose la question parce que, à titre perso, j'ai envie d'avoir une communauté, mais aujourd'hui, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire,
évidemment, j'ai quelques personnes qui me suivent, qui sont des presque fans, on va dire, qui aiment beaucoup le contenu que je fais, tous les contenus que je fais, mais j'ai du mal à faire grossir ce truc-là aujourd'hui. Ma question, c'est, est-ce que tu aurais déjà juste quelques, je sais pas, peut-être quelques étapes ou quelque chose que toi, volontairement, tu as mis en place pour réussir déjà à la créer et, comme tu as dit aussi juste avant, la fédérer? Ouais. Ben en fait, tu vois, ça va. Je vais répondre à la deuxième question que tu m'avais posée du coup, parce que ça va répondre aussi à celle-ci. C'est qu'en fait, moi, j'ai jamais voulu faire ce que je fais à la base. En fait, moi, à la base, j'étais juste une nana qui faisait du fitness, qui avait envie de partager ses photos de fitness sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin de validation, j'avais besoin qu'on me dise que j'étais belle et que je faisais du sport et que c'était bien et que j'étais intéressante. J'avais besoin de me prouver des trucs. Et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à partager un peu mes recettes. Tu sais, je faisais des sèches à l'époque et des trucs comme ça. Je partageais mes entraînements. À la base, je me suis jamais dit un jour je serai entrepreneur, j'aurai un business, j'aurai une grande communauté. Non, non, moi tout ce que je voulais c'était de la reconnaissance. Et puis j'avais cette soif à l'intérieur de moi d'impacter les gens. En fait, j'avais la sensation d'avoir des trucs à partager et que je pouvais les partager et que ça serve à d'autres gens. Ça a juste commencé comme ça, en fait. J'ai jamais voulu avoir de communauté. Et si j'avais su que ça serait comme c'est aujourd'hui, je sais pas si je l'aurais fait. J'aurais sûrement eu peur. J'avais pas conscience aussi de tous les effets négatifs que ça peut amener dans ta vie, du rapport que ça va créer aussi avec tes réseaux sociaux, avec ton métier, etc. Peut-être que j'aurais pris peur et je l'aurais pas fait, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai jamais mis en place de stratégie pour construire cette communauté et je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a pris. En fait, je pense que c'est ce qui a fait que ça a fédéré cette communauté, c'est que à aucun moment je me suis dit quelle est la stratégie marketing ou avec la sémantique, etc. que je peux utiliser pour absolument fédérer des gens. Non, moi tout était centré sur ok, il y avait le fait de briller clairement, mais tout était centré sur ok, qu'est-ce que je peux apporter aux gens. C'était vraiment quelle est la valeur que je peux apporter. Et en fait, ça, je crois que c'est la première étape vraiment pour fédérer une communauté, c'est quelle est la valeur qu'on veut apporter. Aujourd'hui, les gens sont noyés, surtout sur les réseaux sociaux, les gens sont noyés dans un flot d'informations constant. Depuis la crise depuis 2020, clairement, ça explose encore plus. Il y a des comptes Instagram qui fleurissent sur plein de trucs, des podcasts qui fleurissent sur plein de trucs, etc. On est noyé d'infos. Donc c'est pas les infos qui manquent, en fait, tu vois. Ce que les gens aiment et ce dont les gens ont besoin, c'est pas juste d'une info, c'est de quelque chose qui est facilement digeste. C'est de quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. C'est de l'humain, c'est de la sensibilité, c'est du fun, ils ont besoin de connecter avec quelque chose qui est humain. S'ils voulaient juste chercher une recette pour faire un banana cake, en fait, ils vont juste sur Google, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font qui veulent se lancer et créer des communautés. C'est qu'en fait, au lieu d'apporter de l'impact, de la transformation et de l'impact, quand j'entends impact, moi, j'entends vraiment leadership, énergie, humain. En fait, ça connecte, on connecte avec l'histoire, on connecte avec la personnalité de la personne, on connecte avec ce qu'ils font, etc. Si tu fais pas ça et qu'au contraire, tu tombes dans voilà les 3 infos que tu dois connaître pour perdre du poids ou voilà voilà la recette de ton pancake ou des trucs comme ça, les gens vont regarder, c'est génial, mais t'as pas de communauté parce que les gens se réunissent autour de valeurs et pas juste autour d'informations. Donc, si tu veux fédérer des gens, je pense que c'est la deuxième étape, il faut porter ces valeurs. Et donc c'est Coronès aussi, avec un drapeau, tu vois. C'est pour ça que c'est pas forcément simple et qu'il y a plein de gens qui le font pas, c'est que ça demande beaucoup de leadership. Il faut c'est pas forcément se mettre à poil, t'es pas obligé de parler de ton intimité, de ta vie, etc. Mais il faut exposer tes valeurs, en quoi tu crois, c'est quoi tes convictions, contre quoi tu es, qu'est-ce que t'aimes pas, ce en quoi tu crois. Les gens ont besoin de cet espace pour se réunir. Tu vois, tu verras jamais Jocelyne et Michael se rejoindre si Michael il adore le sport et qu'il a une envie d'hygiène super saine, etc. et il veut faire une recette de banana cake pour ça, et Jocelyne quand c'est rien mais qu'il y a son petit-fils qui vient et qui fait une recette de banana cake, tu vois, ils ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est pas le point de réunion des gens, ça doit pas être de l'information, ça doit être des valeurs. C'est vraiment l'exemple que tu viens de prendre à la fin, il est ultra parlant. Et moi, de ce que je comprends, donc de tout ce que tu viens de partager, s'il y a une stratégie à avoir, c'est de pas en avoir et de donner un maximum. De soi, exactement. Voilà. Et en fait, c'est vraiment, il y a un truc, tu vois, que je répète toujours aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est faites du vous, en fait. Parce que ce qui marche le mieux, c'est quand on fait quelque chose et on sait pas pourquoi que ça marche. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est quand tu fais du toi. C'est vrai. En fait, tu vois, c'est quand tu fais juste du toi, quand tu fais ce que toi tu aimes avec ta personnalité, etc.
Mais c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Ça suffit largement parce qu'en fait, c'est pour tes valeurs que les gens vont se réunir. Et même pas obligé de parler de toi pour ça, vraiment, t'es pas obligé de parler de toi pour ça. Et c'est quand t'essayes de devenir quelqu'un d'autre et de faire ce qui marche que là, tu t'égares. Et aujourd'hui, tous les gens qui essayent de faire absolument ce qui marche, tu verras que c'est vraiment c'est ces gens-là qui vont avoir aussi des difficultés à vraiment fédérer sur des bases solides, des valeurs solides. Et c'est ces gens-là aussi qui vont te répéter oh là là, c'est horrible, l'algorithme Instagram il a encore changé. Non mais en fait il change tous les mois. Tu vois. Donc fais du toi, fais du simple en fait. Qu'est-ce que tu viens de parler d'Instagram, on a aussi parlé brièvement tout à l'heure de podcast. C'est quoi toi ce que tu vas justement favoriser pour grossir et fédérer ta communauté? C'est ces deux réseaux-là? Ouais, c'est principalement ces deux réseaux-là. Je considère toujours que Instagram, c'est comme la vitrine de mon magasin. Et puis que le podcast, c'est vraiment l'intérieur. Alors, la plupart des gens me découvrent avec le podcast, donc il faut peut-être que je revoie ma stratégie. En fait, disons que les deux mots que je devrais utiliser, c'est que Instagram, pour moi, c'est de l'impact très horizontal. Donc, c'est vraiment de l'impact, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité, donc c'est des petites choses accrocheuses, etc. C'est aussi pour ça que, tu vois, sur Instagram, c'est ok, une image qui est un peu plus léchée, un peu plus parfaite que ce que je suis, etc. Et le podcast, au contraire, on n'est pas sur de la visibilité, on est vraiment sur de l'authenticité, mais surtout sur de la profondeur, de l'accompagnement, de la transformation, etc. Donc il y a un support qu'on utilisera pour faire de la visibilité et l'autre support qu'on utilisera plutôt pour impacter. Et moi ça c'est vraiment le podcast et tu vois même c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on se disait juste avant en off en fait. Tu vois avec le podcast tu vas beaucoup plus en profondeur. Surtout toi tu sais on est un peu branché pareil là-dessus quand t'es dans ton flow et qu'il y a plein de trucs qui sortent etc. T'essayes pas de faire ce qui marche en fait en podcast. Tu fais du toi. Il y a pas la barrière de l'image et c'est ce qui fonctionne. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, toujours dans sur le même sujet, moi je me rends compte en discutant par exemple avec notamment des débutants, entrepreneurs, quand je dis débutants, c'est des gens qui vont être entre 0 et 100 cas par an, c'est des gens qui vont tout miser sur un réseau comme Instagram avec justement des posts qui marchent. Alors on va essayer de faire des trucs un peu viraux, les 3 trucs, vas-y que je te danse un coup sur un réel ou vas-y que je te fais un truc comme ça et qui derrière, justement comme tu l'as dit tout à l'heure, disent tiens pour moi ça marche pas. Ah tiens, j'ai personne qui achète chez moi. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à ces gens-là? Moi, je conseillerais d'oublier tous les conseils. En fait, je l'ai beaucoup vu dans beaucoup de mastermind et de coaching de dire faut absolument que je fasse des vidéos parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Instagram, ils veulent que des vidéos. Même moi, tu sais, quand il y a eu l'arrivée des réels, je me disais en fait, faut que j'arrête les posts. Que j'arrête d'écrire, faut que je fasse que des réels et tout, mais moi je déteste, tu vois. Donc voilà, on a ce truc de vouloir suivre la tendance, de vouloir faire en sorte que ça marche, mais ça c'est quand on est vraiment en profonde insécurité à l'intérieur en réalité, tu vois. Parce que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est pas de suivre des conseils, c'est de faire ce qui est facile pour soi. En fait, là où les choses sont faciles pour nous, c'est là où on va avoir le plus de régularité, c'est là où on va le plus kiffer, et donc là où on va mettre le plus d'énergie, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, c'est aller dans des types de contenus que vous kiffez et qui sont faciles pour vous. Et si c'est pas la vidéo, c'est pas la vidéo. Si c'est d'écrire des trucs qui sont sympas, c'est d'écrire des trucs. Si c'est de faire des mèmes, c'est faire des mèmes. Si c'est faire des podcasts, c'est faire des podcasts. Mais en fait, on sera toujours le meilleur là où on a le plus de joie et là où c'est le plus facile. C'est là où on sera toujours le meilleur. Donc, c'est forcément là où il y aura le plus de belle énergie de notre part. C'est là où les gens résonneront le plus. Moi, typiquement, c'est le podcast. Le podcast, aujourd'hui, si je devais garder qu'un contenu, ça serait ça. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui me prend le moins de temps. J'allume mon micro et je me dis, bon, attends, de quoi je parle? Ok, go, on déroule, puis après, mon équipe, elle monte et terminé. Et pourquoi le podcast, il fait 6 millions d'écoutes? Parce que c'est facile, c'est ce que j'aime, et c'est juste du moi, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment ça le meilleur conseil que je puisse donner. C'est attelez-vous plutôt à faire un contenu créer un contenu qui est facile pour vous et que vous aimez. Parce que si vous allez chercher à faire un contenu qui est, tu sais, qui est difficile, par exemple, il y a des gens qui sont pas bons face à la caméra, mais on leur dit absolument faut faire des vidéos et tout, donc ils se forcent à le faire. 1, ça sera pas authentique, mais 2, au bout d'un moment, ça va tellement vous faire chier qu'en fait, vous ne serez plus régulier. Et c'est la régularité qui paye. C'est clair. 100% d'accord. Je sais qu'à titre perso, je conseille un petit peu la même chose que ce que tu viens de dire et je vais pas me répéter, mais je sais que moi, ce qui m'a le plus fait avancer dans le business, c'était des lives dans un groupe Facebook. C'est-à-dire de entre guillemets me dépoiler dans mon groupe Facebook en partageant des tips, des astuces,
en étant 100% moi, parce qu'au début, bah, toujours un peu pareil, hein, tu démarres, t'as un peu peur de ce que vont penser les autres. Sur Instagram, t'oses pas trop, parce qu'il y a tout le monde qui te voit. Dans ton groupe Facebook, tu te sens un peu plus en sécurité. Tu commences à être un peu toi, un peu plus toi, un peu plus. Enfin, tu dis ton premier gros mot, ton deuxième, et puis ça commence à devenir intéressant. Et c'est là où où t'arrives. Et c'est là où j'ai le plus d'impact. Alors qu'il y a des gens, je leur dis, bah, moi, c'est live dans le groupe Facebook. Oui, mais moi, un live dans le groupe Facebook, ça fonctionne pas. Non, c'est juste que, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est juste que t'es pas encore toi-même et que t'as pas encore trouvé le format avec lequel t'es bien. Faut vraiment trouver son truc. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça qui est génial parce que ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire aussi que le format de contenu, en fait, il est infini parce qu'il dépend que de notre personnalité, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est trouver son truc et t'es sûr que tu feras jamais comme personne et que tu feras un truc qui sera différent, en fait, parce qu'on a tous une imagination qui peut être débordante. Enfin, tu vois, moi, j'ai même jamais pensé à faire des lives dans un groupe Facebook. J'ai jamais pensé à le faire. Je l'ai jamais fait. Je savais même pas que c'est un truc qui se faisait, tu vois. J'ai construit tout ce que j'ai construit aujourd'hui dans un groupe Facebook avec des lives. Mais c'est génial, tu vois, c'est génial. Donc, ça veut vraiment dire que voilà, faut juste trouver son truc. Ça suffit à créer un contenu original et régulier, en fait. Exactement. Et c'était simple à faire, comme tu l'as très bien dit aussi, et parce que c'est simple, je suis capable de le répéter plusieurs fois, et c'est ça la clé. Tu donnes toute ton énergie, quoi. Donc, ouais, et sans filtre, c'est ça. Parce que tu te sens aussi en sécurité, et maintenant je me sens capable de le faire sur Instagram, je me sens capable de le faire sur YouTube ou sur un podcast comme on est en train de le faire là, et je pense que c'est game changer. Avant qu'on parle peut-être des points négatifs d'une communauté, tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure et j'ai pas oublié. J'aimerais juste que tu partages peut-être ta vision. Je suis curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus sur l'importance des communautés et l'importance des réseaux sociaux et notamment du contenu gratuit dans les années à venir. Est-ce que tu as un point de vue à partager là-dessus? Ouais. Depuis que je suis entrepreneur, si je devais avoir une stratégie consciente, c'est celle-ci. C'est en fait donner. Et c'est donner et encore donner et redonner du contenu gratuit. Ma stratégie, entre guillemets, qui à la base était totalement inconsciente, je m'en suis rendu compte en fait le jour où j'ai entendu mon associé parler de ce qu'on faisait à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait c'est une stratégie. Mais en fait, ça a toujours été basé là-dessus. C'est en fait donner du contenu gratuit, donner de l'information gratuite. Pour moi, l'information, ça doit rester gratuit. L'accès à l'information doit être gratuit. Donc c'est pour ça aussi que je comprends pas, et je vise personne, mais je comprends pas quand on vend des produits d'information. Pour moi, si on veut changer le monde, impacter le monde, si on veut impacter les gens, si on a vraiment cette envie de cœur d'impacter plus de gens, de transformer aussi des vies, il faut arrêter de vendre de l'information. L'information, ça doit être gratuit et c'est ce qu'on doit donner en fait au maximum aux gens. En donnant en fait un maximum aux gens. Alors, il y a plein de choses à dire là. C'est super intéressant. Il y a plein de tiroirs qui s'ouvrent. En fait, en donnant de l'information aux gens, on leur donne déjà plein de choses pour qu'ils puissent déjà avoir des outils pour se transformer ou transformer leur vie, sans avoir besoin de passer jusqu'à la case payante. Donc déjà ça, moi je trouve que c'est fabuleux parce que ça permet de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et que ça reste quand même éthique. En tout cas, moi c'est quelque chose qui est important. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est ok, mais du coup ça veut dire que les gens après ils vont plus acheter ce que tu fais en fait parce qu'ils ont déjà assez suffisamment de choses. Bah au contraire. En fait, c'est comme une invitation, c'est je te donne déjà plein de choses et t'en fais ce que tu veux, tu te transformes si t'as envie. Sache que si tu veux aller maintenant plus loin pour implémenter l'information, pour en faire quelque chose, pour la digérer et que tu as besoin d'un accompagnement, moi je te propose et je te vends de la transformation. Et la transformation, ça a un coût, on le sait tous les deux, ça a un coût, ça demande des ressources qui sont humaines, qui sont financières, qui sont énergétiques, en termes de temps, sur plein de choses. C'est logique qu'on la vende, on est obligé de la vendre en fait. Ça, on peut pas, gratuitement, ça serait très compliqué pour que l'entreprise survive. Donc déjà ça c'est la première chose. Et puis il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que tout ce qu'on va donner gratuitement, c'est des pages de vente en moins. Ouais. Moi je considère vraiment ça. En fait, tu vois, moi j'ai pas de page de vente si tu regardes. Je n'ai jamais de page de vente, j'ai même pas de site internet, tu vois. Puisque la vente, elle se fait en amont toute l'année. Moi aujourd'hui, ma communauté, elle sait que quand je sors un programme, elle connaît mes valeurs par cœur, elle sait que je suis perfectionniste, elle sait que je mets toutes mes tripes dedans, elle sait que je chiade mon contenu, elle connaît la profondeur de mon contenu, elle sait jusqu'où je vais, parce qu'ils écoutent mes podcasts, parce qu'ils voient les posts que je fais, ils savent que j'aime l'esthétique, donc ils savent que le programme il va être aussi joli, parce qu'ils voient mes photos, parce qu'ils voient ce qu'on fait, tout ce qu'on donne de gratuit. Ils connaissent par cœur mes croyances, je te jure, ils pourraient tous
ils connaissent par cœur en fait les valeurs que je mets dans mes programmes et dans mes accompagnements, même ceux qui les achètent pas. Parce que toute l'année, ça se retrouve dans mon contenu gratuit. Donc, j'ai pas besoin de convaincre et d'utiliser des stratégies marketing et d'utiliser des moyens de attention, grosse pression. Si jamais tu souffres et que tu n'achètes pas le programme, tu vas continuer de souffrir toute ta vie, etc. J'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, mes pages de vente, c'est plutôt des pages de résumé. Voilà pourquoi j'ai fait ça et voilà ce qu'il y a dedans. Et achète si tu veux. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plus aligné, en tout cas, qui est aligné à mon cœur. Et je crois que honnêtement, je crois que c'est ce qui marche bien, le mieux. Et je crois vraiment très profondément à la puissance des communautés. On arrive quand même dans un moment où c'est difficile économiquement pour beaucoup de gens en France. C'est vraiment difficile économiquement, moralement pour beaucoup de gens. Et je pense que les business qui ont le plus de chances de survivre dans notre industrie de l'infoprenariat, c'est les business qui sont basés sur des communautés. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin de se réunir, les gens ont besoin de soutien. Et c'est ce moment-là aussi on propose des choses gratuites. Nous, on propose plein de choses gratuites. Il n'y a pas d'intention forcément de convertir derrière, tu vois. Donc, on se sort un peu ça de la tête et on sort aussi des choses payantes. Et les gens ont le choix, tu vois. Donc, voilà, moi, je crois vraiment en ça, le fait de donner. J'ai toujours entendu beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage se plaindre un peu ça me saoule, ils achètent rien, tu sais, avec une relation un peu de rancœur contre leur audience. En fait, t'es un radin, tu donnes rien, c'est des radins. Donc pourquoi ils t'achèteraient? Ils savent pas ce que tu fais, ils savent pas si t'es bon dans ce que tu fais. Ça, et puis de toute manière, je pense que la clé, c'est aussi de donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Exactement. Ouais. Et ça, c'est aussi une des clés, comme toi, quand t'as commencé à créer ton contenu sans rien attendre, parce que tu savais d'ailleurs même pas qu'on pouvait en vivre ou que tu allais créer ça. Moi, j'ai su 1 an plus tard qu'on pouvait en vivre. Et puis, tu vois, typiquement, l'exemple le plus cliché, le plus parlant que j'ai, c'est le podcast. Moi, le podcast, c'est, tu sais, il n'y a pas d'appel à l'action directe sur un podcast. Il n'y a pas tout ça. Mon podcast, il est pas monétisé. Je fais pas de publicité dessus. Je fais pas de partenariat. Je fais rien du tout. Et pourtant, on a 6 millions d'auditeurs dessus. C'est la plus grosse audience qu'on a. Mais en fait, moi, je le fais juste parce que je sais que ça impacte. Je sais que c'est viral. Je sais que les gens, c'est le contenu gratuit avec lequel ils ont le plus de transformation. Et c'est ce que je préfère. Donc, je m'en fous de le rentabiliser, je m'en fous de ça. Je veux juste le faire, je donne et j'attends sans retour. Et j'ai remarqué, par effet positif du coup, que la plupart des gens qui entrent dans nos formations, c'est des gens qui m'ont connu par le podcast. Et qui écoutent régulièrement. Et ouais. Je rebondis sur un tout petit point. Je suis un entrepreneur américain, Alex Hormozy, je pense que tu connais. Qui? Alexandre Hormozy, tu connais? Pas du tout, je suis désolée. Tu connais pas Alex Hormozy? Bon, on en reparlera. Okay. Il a une phrase qui dit « Faites en sorte que votre contenu gratuit soit au moins équivalent au contenu payant de vos concurrents et vous n'aurez plus jamais de soucis à vous faire dans votre business. » Et je trouve que ça résume parfaitement ce que toi tu fais, ce que j'essaye de faire, ce que d'autres font très bien et ce que d'autres oublient littéralement de faire. Et l'exemple que je peux te donner, c'est un exemple que je peux prendre chez toi. C'est la première fois quand j'ai vu que sur chaque épisode de podcast, les personnes qui l'écoutaient pouvaient retrouver une checklist ou un cahier, je sais plus comment tu le nommes, mais ils reçoivent un cahier d'exercice ou une prise de notes, je sais plus, c'était quelque chose comme ça en parallèle. Et rien que ça, il y a des gens qui le font même pas sur des contenus payants. Ouais, mais en fait, ça dépend de ta volonté de professionnaliser les choses. En fait, c'est encore une fois, c'est comment t'aimerais qu'on te traite? Pourquoi traite bien les gens? Faut juste bien les traiter en fait. Prendre soin des gens, avoir envie d'en prendre soin, et pas que ce soit tout le temps intéressé par l'argent. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc les podcasts, en fait, sur chaque épisode, ils ont accès à des exercices à appliquer qui sont directement sur le podcast, qui sont créés par un coach de notre équipe. Donc c'est-à-dire qu'après l'écoute du podcast, ils peuvent télécharger les exercices à faire à l'écrit, etc. C'est 100% gratuit. Il y a toute la transcription écrite du podcast aussi pour les personnes qui sont malentendantes. Et on avait à l'époque un petit carnet de prise de notes aujourd'hui qu'on a réduit, où il y a vraiment la transcription et la prise de notes dessus. Enfin, moi je trouve ça génial, tu vois. Mais c'est juste ouf. Les gens, ça leur suffit en fait. Mais c'est juste ouf. Qui fait cet effort-là dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, pardon, aujourd'hui de faire ça? Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, c'est un super exemple en fait et surtout ça image que ce que tu racontes, c'est pas juste de le raconter, c'est que vous le faites réellement quoi. Ouais. En tout cas, je trouve ça juste ouf. Tu vois, et je te dis, c'est un des premiers trucs qui m'avait choqué en disant, ok, ici ça rigole pas.
Là, non, mais parce qu'aujourd'hui, on voit de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a tout le monde qui fait un peu tout à sa sauce, mais qui oublie juste la base, c'est juste d'apporter réellement de la valeur. Et si on fait juste ça, Puis tu sais, les gens ils le sentent quand quand tu donnes juste un truc parce que t'as envie que les gens l'achètent. Tu sais, les gens ils le sentent. C'est pas sincère ouais, en fait. Tu vois, moi quand je vois quelqu'un qui fait un petit contenu vite fait, un petit e-book vite fait, on sent tout de suite que c'est un lead magnet ou que c'est un truc parce qu'il veut en fait nous solliciter, nous vendre des trucs derrière. Ça donne pas envie en fait. ouais, Ça donne pas envie. Et puis c'est pas des gens comme ça que j'ai envie d'acheter. Moi j'ai envie d'acheter à des gens parce que je sens qu'en fait ils sont sincères dans leur démarche, parce que ils partagent des trucs de fou et parce qu'ils prennent soin de moi et qu'ils me considèrent. Donc si le contenu gratuit qui m'offre, il est hyper chiadé, il est professionnel et tout, je me sens bien traitée. Tu vois, quand tu vas t'acheter un truc à Zara, bah je veux dire, t'es pas en train d'acheter un truc qui est à moitié cousu, etc. Qui est, enfin, tu vois, il y a quand même. Alors Zara, c'est pas le meilleur exemple, tu vois, mais même par exemple Rituals, tu vois. Rituals, je sais pas si tu vois ce que c'est. Julie, elle je a vois déjà. pas. Mais En je fait, vois, mais c'est des magasins, tu sais, de bougies, de parfums, etc. hollandais. Quand tu rentres dedans, il y a une expérience client de ouf parce que on te propose un petit thé. C'est gratuit. On te propose un petit thé, tu peux goûter, on te fait sentir des choses, ça sent bon. T'as plein de, tu sais, les lumières, elles sont tamisées. T'as une expérience client qui est ouf. Et les vendeurs, ils sont tellement sympas, tu sais, t'as envie d'acheter. ouais. T'es pas obligé d'acheter. Moi, j'y vais juste pour faire un tour des fois. Et des fois, je vais faire un tour et puis j'achète parce que j'ai un coup de cœur sur un truc. Mais je me suis jamais sentie forcée à acheter, par exemple. Bah, c'est l'exemple parfait pour ça, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en plus de ça, moi, je vois des intérêts, bon, un peu plus terre à terre, mais c'est une discussion que j'avais hier ou avant-hier avec un pote. C'est aussi que le contenu, mine de rien, il y a d'autres avantages à s'en occuper vraiment quand on est entrepreneur. Et en tout cas, moi, j'investis maintenant autant de budget quasiment sur le contenu organique que sur le contenu payant, parce que déjà, ça va réduire mes coûts publicitaires de ouf. Ça réduit mes cycles prospects à mort, c'est-à-dire que si on parle d'un point de vue un peu plus technique, bah, quelqu'un qui te découvre et que tu lui apportes du contenu de malade, bah, il y a plus de chances qu'il achète beaucoup plus vite. On raccourcit aussi les cycles de vente. Nous, on vend par exemple au téléphone, donc c'est beaucoup plus facile pour nos commerciaux de vendre. Et surtout, moi, je vois le gros avantage, c'est que j'attire des bonnes personnes. Bah, c'est ça. Bah oui, parce que t'attires des gens qui résonnent avec ce que tu proposes. Donc enfin, c'est vraiment ça aussi qui fait que je suis convaincue que les business qui ont des communautés vont très bien s'en sortir les prochaines années aussi. C'est parce qu'en fait, on est dans un cocon. Moi, ma communauté, j'ai tellement de chance parce qu'ils sont tellement bienveillants, etc., que j'ai de la chance que les publicités que je fais soient bien accueillies, que les produits que je propose sont bien accueillis, etc. Quand je vois, j'ai des amis entrepreneurs qui fonctionnent pas par communauté, mais uniquement par publicité, franchement, ça doit être moins simple à vivre. Ça doit être moins simple à vivre. L'accueil est pas le même. Et puis, il y a un paramètre aussi dont on n'a pas parlé, qui est qu'avec une communauté, il y a aussi la notion de fidélisation qui est beaucoup plus facile. Tu vois? Parce que la personne ne te découvre pas juste pour le produit que tu veux vendre, elle te découvre pour ton entièreté, tout le contenu gratuit que tu proposes. Du coup, si elle est contente de ton contenu gratuit, elle peut potentiellement acheter un premier produit, puis après, elle achètera tous les autres. Il y a vraiment un très haut taux de fidélisation, nous, dans la communauté, en tout cas. Ça me fait penser à un truc là, juste quand on parle, ça me fait revenir une idée. Tu sais, je fais partie du mastermind de Russell Brunson cette année. Ouais. Tu connais Russell Brunson? Ouais, je t'ai même vu avec ta photo sur scène. Bon, qui ne connaît pas Russell Brunson aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Et un truc que j'ai remarqué qu'il faisait, donc dans notre mastermind, et il l'a expliqué et qui servait en fait de fidélisation, c'est qu'il a créé un podcast spécialement pour les membres, qui sortait un épisode chaque semaine. Je sais pas si vous le faites déjà, mais podcast spécialement pour les membres. Et il expliquait que c'était pour lui un des facteurs clés de fidélisation de ses programmes, un des outils clés, on va dire. Quand tu dis pour les membres, c'est pour les membres de quoi, du mastermind? Non, alors pour les membres du mastermind, mais ils ont aussi enfin, en fait, si tu veux, moi je pense que son mastermind, il le considère comme un abonnement, tout simplement parce que les gens reviennent chaque année. Ouais. Donc, il crée un podcast pour nous, spécialement pour les membres, avec du contenu qui est fait spécialement pour les membres. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, tu sais, quand on a un membership, des espaces membres, les gens, des fois, ils doivent revenir sur leur plateforme, se reconnecter, revenir voir. Le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui viens à eux en le rouvrant sur leur plateforme de prédilection. Et il expliquait que c'était vraiment un moyen de fidéliser aussi. Ouais, c'est super intéressant, donc nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, on fonctionne différemment. Il y a beaucoup de trucs sur Telegram aussi, des petits audios, des choses. Enfin, il y a aussi d'ailleurs la communauté sur Telegram qui est vraiment un moyen extraordinaire de resserrer encore plus les liens. C'est vraiment un outil qui est génial que j'ai lancé cette année. Nous, on fait plutôt, tu vois, des petites actions ponctuelles. Par exemple, là, l'action qu'on a fait pour Noël, c'est que, comme je disais, en fait, tu vois,
là, je crois que cet hiver, c'est difficile pour beaucoup de gens économiquement. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que il est important de miser sur la communauté, non pas pour vendre quelque chose, mais vraiment, l'idée, c'est juste de resserrer les liens. On s'est posé avec l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être mettre un petit coup de baume au cœur à tout le monde. Et en fait, on a créé une carte postale qu'on a envoyée en physique à plusieurs milliers de personnes de la communauté. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des clients et d'autres gens qui ne sont pas des clients. Et sur cette carte postale, il y a un petit mot de moi, il y a un petit QR code où ils vont flasher il y a une petite vidéo personnalisée de moi aussi. Et puis, on a démarché plein de partenaires qui pouvaient nous offrir des réductions pour notre communauté, pour que les gens puissent faire des courses bio moins chères, pour, tu vois, tout ça. Je crois qu'il y a même un truc avec des bouillottes ou je sais plus quoi, tu vois. Et voilà, et en fait, c'est juste ça l'idée. Et ça, effectivement, tu vois, c'est juste des dépenses pour nous, mais c'est encore une fois, c'est des choses qui fidélisent, c'est des choses qui font du bien, en fait, à tout le monde. Ouais, c'est clair, hyper intéressant. Et encore une fois, c'est t'apportes aux gens et tu donnes, quoi. Bah ouais, je crois que c'est important de revenir à ça, hein, sur des bonnes intentions. Ouais. T'as commencé à aborder un sujet tout à l'heure sur lequel je vais vouloir revenir. T'as dit, bah voilà, j'ai pas voulu commencer pour la communauté. J'ai une communauté qui s'est créée. Aujourd'hui, alors je sais pas combien tu as de personnes qui te suivent, toutes plateformes confondues. T'as le chiffre tout confondu? Non, je connais par plateforme, mais tout confondu, non. Faudrait que je fasse le calcul. Plusieurs millions du coup. Donc là, je vais pas pouvoir trop interagir avec toi parce que je sais pas ce que c'est d'avoir une communauté comme celle-ci. Mais t'as dit que c'était pas évident toujours, et je veux bien te croire. Bah, j'ai regardé certaines de tes dernières stories, etc. Et je pense que oui, là on a parlé de tout ce qui était positif avec les communautés. Et maintenant, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui. Et est-ce que tu as des événements marquants qui aujourd'hui vont à l'encontre de ce que tu avais imaginé au démarrage? Ouais. En fait, c'est un point qui est important que tu soulèves et que je trouve qui est chouette de préciser ici. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se victimiser du tout. Mais en fait, beaucoup de gens veulent développer une communauté, avoir de la notoriété, etc. Mais en fait, il y a très peu de gens qui comprennent le courage que ça demande, en fait. Parce que ça demande du courage, ça demande un putain de leadership. De se mettre tout le temps en lumière, de rester debout pour ses valeurs, d'affirmer ses opinions, de s'affirmer et d'être mise en lumière constamment, c'est vraiment quelque chose qui demande du courage et de la résilience. Et ça demande d'être vraiment droit dans ses bottes. Et ça demande beaucoup d'introspection. Parce que ça vient constamment nous chercher sur tous les trucs sur lesquels on n'a pas encore travaillé, ça, chez nous. Ça vient nous chercher sur nos insécurités, ça vient nous chercher sur nos peurs, ça vient nous chercher sur les choses dont on a honte, qu'on essaye de cacher. On est sans cesse, en fait, confronté au regard de l'autre, mais par millions, tu vois. Donc le but, c'est pas de devenir parfait, mais c'est que t'as plutôt intérêt à être plutôt bien dans tes pompes et à être en accord avec qui t'es, plutôt que d'essayer de cacher tes failles, parce que de toute façon, n'importe qui va les voir et qu'il y aura toujours des gens qui vont t'attaquer, même si t'es le plus mignon des petits chats en photo qui fait les yeux en cœur sur Instagram, tu vas te faire attaquer, t'es. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est du vrai travail de dev perso pour le coup, tu vois. Il y a deux choses en fait moi que j'ai envie de soulever sur le côté un peu plus négatif. La première, c'est juste d'un point de vue très factuel sur le business. Quand ton business repose sur ta communauté ou donc sur l'image que t'as toi être exposé auprès d'une communauté, ce qui est mon cas, ça veut dire aussi que le succès de l'entreprise dépend aussi beaucoup de toi en personne, tu vois. En tout cas, ça a été le cas longtemps, puis là on apprend tout doucement à déléguer, etc. Mais du coup, tu vois, il suffit que moi, les années précédentes, si j'étais très fatiguée, etc., et que j'avais plus d'idées, que j'avais pas envie de créer de produits, etc., bah, l'activité de l'entreprise dépendait de ça. Donc en effet, ça peut être dangereux. Il faut vraiment trouver des moyens de déléguer, de dépersonnaliser certaines choses. Nous, ce qu'on a fait aussi avec la Bloom Academy, parce que sinon, ça peut être dangereux que toute l'activité repose sur toi qui dois fournir à la communauté. Sinon, ça veut dire que t'as jamais le droit de repos, t'as pas le droit de, enfin, tu vois, voilà. Donc ça peut être un peu dangereux. Faut faire attention à pas tomber dans ce piège-là. Et après, l'autre côté qui est un peu plus difficile et des moments marquants, j'en ai eu pas mal en fait. C'est l'exposition tout court. C'est que il y a les deux côtés. Il y a le côté où t'as des gens qui te valorisent et qui te mettent tout le temps sur un piédestal, alors qu'en fait, moi, je suis juste une petite meuf simple en fait. Je suis juste une petite meuf simple. Je suis pas Mylène Farmer ou quoi, et je suis mise sur un piédestal, donc il y a aussi beaucoup d'attentes, il y a des réactions moi, que je comprends pas. Il m'est arrivé des trucs, je me rappelle d'une fois où il y a un mec à une séance de dédicace qui en fait a pleuré et s'est jeté à genoux à mes pieds et voulait m'embrasser les pieds, tu vois, il pleurait en fait et en fait moi j'ai jamais signé pour ça. Hein. Moi j'ai jamais signé pour ça, tu sais, je savais pas quoi faire, c'est malaisant, tu te dis mais mince, mais en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis censée faire? Donc ça met quand même de la pression de se dire en fait les gens attendent quelque chose de moi mais que je ne suis pas. Tu sais, ça vient révéler un petit côté imposteur et tout.
Et puis de l'autre côté, t'as aussi tous les gens qui te détestent. Enfin, moi, typiquement, je sais que c'est souvent très duel. Moi, les gens soit m'adorent, soit me détestent. Et du coup, c'est jamais au milieu. Malheureusement, c'est jamais au milieu. Et du coup, bah ouais, c'est aussi quelque chose qui est pas facile, tu vois. Il y a eu plusieurs événements. Il y a quelques années, quand j'étais dans le fitness, il y avait un YouTuber, tu sais, qui a fait de la prison, Marvel Fitness, qui avait fait une vidéo. Il avait fait une vidéo pour parler de moi, qui avait mis beaucoup d'incitation à la haine envers moi, donc ça avait été très difficile. Heureusement que j'étais en Australie, sinon j'aurais eu peur pour ma vie à ce moment-là, je crois. Il y a eu plein de choses, et puis tu vois, encore là récemment, je pense que tu as dû voir il y a quelques semaines les stories que j'ai fait. En fait, il y a une nana qui est pourtant une consoeur qui travaille dans le même milieu que moi, de la spiritualité, du dev perso, etc., qui s'acharne un peu et puis qui fait des stories à tout va pour me démonter mon activité, démonter ce que je fais, dire que je suis mauvaise, que je suis dangereuse, etc. Tu sais, c'est des épreuves de leadership, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'aspects dont on se rend pas forcément compte. Faut être prêt à être critiqué, faut être prêt aussi à être adoré, et c'est pas forcément facile. Et puis, je crois que l'aspect le plus difficile, pour terminer là-dessus, pour moi, c'est de préserver mon intimité. Parce que y a un espèce de truc qui se crée où les gens ont envie d'être proches de toi, ont l'impression de te connaître alors que toi, tu les connais pas. Et c'est aussi ce qui fait que tu as des fois, quand tu rencontres d'autres gens, ou même avec des clients, il y en a qui arrivent à avoir ton numéro de téléphone. Il y en a qui arrivent à te contacter, il y en a qui contactent ton mec, il y en a qui contactent tes parents, il y en a qui essayent de contacter tes proches, qui trouvent un peu tous les moyens pour se rapprocher de toi, te proposer quelque chose, avoir un numéro pour t'écrire, pour t'appeler. Nous, on a déjà reçu des appels sur téléphone de Chris à 21h le soir d'une personne de la communauté qui a réussi à avoir son numéro et tout, tu vois. Donc c'est difficile parfois de préserver son intimité. T'as parlé de ce gars-là qui se jette à tes pieds. Quand quelqu'un entend ça, il pourrait très bien se dire oui, mais bon, c'est un peu comme un footballeur qui va signer les autographes et il a des fans, etc., etc. Et est-ce que parce que comme tu l'as dit, on se rend pas toujours compte. Moi, à mon niveau, je reçois quelques trucs d'insultes, de messages de merde que t'as pas envie de voir, et je sais que même à mon niveau, ça m'impacte de ouf. Bah ouais. Et on a beau dire ce qu'on veut, en tout cas, c'est mon point de vue. On sait très bien qu'on va se faire tailler, on sait très bien qu'on va recevoir des messages, on sait très bien que nos pubs, on va se faire lyncher, on le sait. Mais quand même, quand ça nous arrive, ça nous fait quand même toujours un petit quelque chose. Ouais. En tout cas, pour moi, et c'est mon point de vue, tu vois. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais. Malgré que je pense que t'as dû te faire peut-être insulter, peut-être plus de 100 000 fois, peut-être sur les 5 dernières années. Mais à peu près. Voilà. Mais en tout cas, je sais que ça fait toujours un petit quelque chose. Ma question est, vu que ça doit arriver puissance 100 000 par rapport à moi, comment tu gères ces moments-là où ça te touche un petit peu, et comment tu fais pour, en fait, t'en sortir juste le plus vite possible, parce que la finalité, et ça par contre, c'est important de toujours s'en rappeler, c'est que c'est pas à propos de nous, c'est souvent à propos des personnes qui nous démontent. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu sais, t'as beau le savoir, ça vient quand même chercher des trucs. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois qu'un coach lambda en dev perso nous dirait, faut apprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, t'as qu'à juste à essayer d'arrêter d'être aimé par tout le monde, parce que moi, il y a ce truc chez moi aussi. Moi, je vais vraiment nuancer parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà, par exemple, moi, les insultes, c'est un truc dont je m'en fous complètement. J'en ai très peu des haters et ça me dérange pas. Par contre, ce que j'ai, c'est des gens qui sont très intelligents, qui font des critiques très constructives. Il y a rarement d'insultes et ça fait très très mal. Très très mal. Et c'est des consoeurs, et c'est des confrères, ou c'est des gens dont moi j'apprécie le travail, ou tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est très dur. Ça me fait beaucoup douter. Sur le moment, ça m'impacte pas juste un petit peu. C'est que je veux même peut-être parfois passer la journée entière à douter de moi et à me remettre en question et à me dire, mais en fait, comment est-ce que je peux prouver que c'est faux, etc. En fait, c'est juste mon ego qui est en train de me débattre avec ça, plutôt que de dire, en fait, si elle pense ça de moi, tant pis, et puis peut-être qu'elle a un peu raison, et puis c'est pas grave, il faut que j'accepte de pas être parfaite, voilà. Mais c'est pas toujours facile en fait de prendre du recul et de relativiser, parce que moi j'ai ce besoin de plaire à tout le monde, d'être validée par tout le monde, je veux absolument être parfaite, je veux être exceptionnelle, et donc si quelqu'un me trouve pas exceptionnelle, c'est le drame de ma vie. Donc en fait c'est parfait, ces gens-là ils viennent travailler des trucs que j'arrive pas encore à accepter chez moi, tu vois. Donc ces gens-là, c'est des super enseignants. Je te parle pas des insultes un peu à la con, c'est qu'on. Oui, bien sûr, non, on va pas les trucs basiques de cassos du web, mais un truc. Exactement, tu vois. Donc ces gens-là, c'est des super enseignants. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que moi je pense
Quand quelqu'un me dit qu'il s'en fout et qu'il est pas du tout touché et qu'il s'en tape, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et je suis pas sûre d'avoir envie d'en arriver à ce stade où je m'en fous de tout. Parce que sinon, ça veut dire que t'es blasé. En fait, ne pas être impacté par la critique, ça veut dire aussi ne pas être impacté par le compliment. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, où il faut pas non plus survaloriser les compliments. Quand les gens nous disent qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, qu'on change des vies, etc., il faut savoir que c'est faux. Ils sont en train de dire quelque chose à propos d'une image de soi, d'une petite parcelle de soi. Moi, ils parlent de Chloé Bloom, ils parlent pas de Chloé, ils savent pas que je suis chiante au quotidien. Ils savent pas que je peux être autoritaire, ils savent pas tout ça de moi. C'est ce qu'ils voient de moi. Donc ils sont juste en train de juger Chloé Bloom et pas en train de juger Chloé. Quand vous dites que je suis une femme extraordinaire, géniale, tellement vulnérable, tellement douce, tellement lumineuse, bah moi je sais pas que je vous crois pas, mais c'est que je prends pas ça en compte en mode ouais vous avez tellement raison, parce que c'est pas tout à fait vrai. Vous êtes en train de juger une partie de moi. Et c'est la même chose pour les critiques. C'est quand vous êtes en train de me défoncer et que de toute façon je suis fausse, que je suis superficielle, etc. C'est pas totalement vrai non plus. Vous êtes en train de juger une partie de moi. Donc c'est aussi arriver à jongler entre ces choses-là. C'est plus on valorise les compliments, plus on valorise les critiques. Et puis au contraire, plus on est blasé des critiques, plus on est blasé des compliments. Donc c'est juste trouver un juste milieu dans tout ça et comprendre qu'en fait les gens, ils parlent pas de nous. En effet, ils sont en train de parler d'eux, de parler de leurs ressentis, de ce qui se passe dans leur monde, de leurs insécurités. Moi, la nana qui s'acharne un peu sur moi, ben, bizarrement, je me suis jamais fait critiquer par une nana qui a une plus grosse audience que moi, qui a plus de succès que moi, ou jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est un peu des raccourcis de penser ça, mais je commence à croire qu'il y a peut-être une corrélation, tu vois, avec ça. Et puis il faut aussi comprendre qu'en fait, elle est pas en train de critiquer Chloé, elle est en train de critiquer Chloé Bloom. Et Chloé Bloom, c'est juste un personnage public qui me sert à exercer mon métier. Et donc j'apprends à faire la part des choses entre Chloé Bloom, mon image, et moi. Et je ne suis pas Chloé Bloom. Tu vois, là, il y a Chloé Bloom qui te parle, ouais. Mais demain, on va se manger un burrito ensemble au Mexique, tu seras avec Chloé. Non, mais tu vois. Et c'est important d'arriver à faire la distinction. Nous ne sommes pas nos métiers. Et c'est difficile dans le milieu entrepreneurial, surtout quand on est exposé sur les réseaux sociaux, parce que l'entrepreneuriat, c'est toute notre vie. C'est un pilier très fort de notre vie. On y met à fond. On a toute notre tripes dedans. Mais il faut quand même arriver à prendre du recul et dire, en fait, attends, c'est mon métier. C'est pas 100% mon identité. C'est une partie de moi. Mais moi, je suis une autre personne aussi, tu vois. Donc il y a la Chloé Bloom qui fait ses conférences, ses machins et tout, et puis il y a Chloé Bloom qui joue du ukulélé sur la plage, qui fait ses trucs. Donc j'essaye toujours de prendre de la distance, et en fait c'est en créant du détachement entre qui les gens jugent et qui je suis au fond de mon cœur que j'arrive à m'en détacher un petit peu. C'est pas facile, hein, je suis encore pas arrivée. Je trouve que c'est génial d'en parler parce que comme d'habitude, tout on pourrait se dire voilà, Chloé, telle audience, tant de personnes, c'est 6 millions d'écoutes, plus de je ne sais pas combien de 100 000 abonnés sur tous les réseaux confondus, et on pourrait se dire voilà, il y a tout qui est rose, mais non, mine de rien, on se rend compte que Chloé, elle a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, des émotions un petit peu comme tout le monde, et puis je crois que tous les mois, j'ai au moins une journée où je me dis, tu sais quoi, j'arrête tout et je retourne dans l'anonymat. Tous les mois. Ouais. Tous les mois, j'ai une journée où je suis énormément découragée, où je dis en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer ce prix-là ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer ce prix-là ? L'année dernière, j'ai passé plusieurs mois où j'avais envie de tout plaquer, j'avais envie de me reconvertir prof de plongée, parce que en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais c'était même pas pour la critique, en fait, c'est que j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression de me faire bouffer par les gens. Les gens veulent toujours manger plus de Chloé et tout. Mais en fait, ça vient pas des gens, c'est pas de la faute des autres, c'est moi qui crée ça. C'est à moi de prendre ma responsabilité, c'est que c'est moi qui nourris ce truc. Donc c'est aussi à moi de pas nourrir ça, de me repositionner, de rééduquer la communauté, de faire les choses différemment. Mais oui, tous les mois, il y a une phase il y a une journée où je me dis, franchement, là, je m'écouterai, je plaquerai tout, je me reconvertis dans l'anonymat le plus total, je fais mes petits trucs en présentiel, je plaque tout parce que les réseaux sociaux et la notoriété, c'est un truc qui est lourd à porter. Et puis en fait, j'appelle mon coach, je discute avec mon chéri, tu vois, même là, l'appel qu'on a et tout, puis je me dis en fait, c'est tellement craché dans la soupe que de faire ça. C'est tellement craché sur des choses, il y a des gens qui essayent de construire ces communautés, qui essayent de s'en sortir et tout. En fait, je suis chanceuse, et c'est juste mon leadership qui est mis à l'épreuve, et puis en fait, c'est rien comparé à toutes ces personnes que je peux impacter, et puis à tout ce que ces personnes me donnent aussi, tu vois. Ouais. Mais il y a du doute des fois.
Est-ce que je suis en train de je vérifier l'heure pour pas trop déborder et pas que ce soit trop long parce que je pense que en tout cas moi je pourrais en parler pendant Non, des t'inquiète, secondes. c'est bon, temps. Et est-ce que tu serais OK de partager déjà c'est cool de partager ces trucs-là parce que moi je trouve ça hyper intéressant. On est toujours en train de dire tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la vraie réalité et je trouve ça cool de pouvoir en parler librement et ça c'est en tout cas c'est la puissance du podcast aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Je me souviens la présentation que tu avais fait quand on était ensemble à Madrid dans le mastermind de Romain. Et je me rappelle que c'est du coup moi j'étais je sais pas si on peut appeler ça ébahi, mais moi ça m'avait grave intéressé, grave parlé. Et je me rappelle que dans le chemin vous aviez testé énormément de choses. Vous avez comme tu l'as dit, vous étiez passé par la marque de vêtements, il y a le coworking. Le coworking c'est toujours d'actualité ou c'est terminé? Non, je l'ai fermé et je l'ai vendu. D'accord. Bon soulagement. Bon, il y avait la marque, le coworking, il y avait l'académie, les retraites, beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, il y a des choses qui ont été arrêtées. Ma question que moi je me pose aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, et c'est pas forcément de ces projets-là dont je parle, est-ce que tu aurais une erreur que tu as faite à un moment donné dans l'entrepreneuriat qui t'aurait, si tu ne l'avais pas fait économiser beaucoup de temps, d'argent et surtout peut-être beaucoup d'énergie? Ouf. Alors je peux t'en donner 10. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit une parce que je me suis dit sinon. Tu sais quoi, le coworking. Le coworking, alors parce que moi en fait je l'ai fait toute seule, je l'ai fait sans mon équipe et tout. Et puis en fait je me suis dit tout le monde fait des investissements immobiliers, il faut absolument que j'en fasse un, sinon ça veut dire que je suis pas une vraie entrepreneur. Donc c'était basé déjà sur une insécurité. Et puis je me suis dit mais en fait moi investir dans des murs ça m'intéresse pas trop, donc faudrait que j'ouvre un coworking holistique à l'intérieur parce que ça me ressemble. Et en fait ça a été une aventure qui a été dure mais extrêmement dure du début à la fin. Du début à la fin, tant en termes d'humain, ça s'est très mal terminé avec la personne qu'on a mis à l'intérieur du coworking pour la gestion, etc. Ça a été assez difficile. J'ai fait une erreur de recrutement. Avec les clients, pareil, ça a été assez difficile, où tu sais, il y a vraiment cette notion de quand tu donnes la main, tu te fais prendre le bras, où à la fin, on avait des plaintes parce que les gens voulaient que dans le coworking, on leur achète des chargeurs iPhone, des chargeurs iPad, etc. Enfin, tu vois, pour te donner le truc, quoi. Ou parce que les thés qu'on offrait n'étaient pas que des thés de saison. Donc voilà, c'était vraiment, c'était difficile sur le plan humain, c'était très difficile sur le plan financier. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant d'insécurité financière surtout depuis que je suis entrepreneur. J'ai perdu plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça a été difficile en fait en termes de stress, ça a été très difficile sur tous les plans. J'étais à distance en plus, donc d'acheter, de faire des travaux, d'ouvrir un coworking, de faire en sorte que l'activité soit gérée, etc. à distance. Franchement, ça a été extrêmement dur et ma santé en a beaucoup pâti. Je me suis j'ai eu des soucis de santé à cause de ça, tellement j'étais dans de l'angoisse, dans du stress, j'ai fait des crises de colique néphrétique. Enfin, ça a été vraiment très dur. Et puis, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est l'été dernier, je suis arrivée au stade où je me suis dit, mais en fait, il faut juste que je comprenne qu'en fait, c'est pas pour moi, ça me fait pas kiffer, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas envie d'avoir un business comme ça, en présentiel, etc. Enfin, j'ai pas compris que c'était une forme d'entrepreneuriat qui était différente, ça me fait pas kiffer. Moi, en fait, ce qui me fait kiffer ma vie, c'est des projets qui me demandent pas trop d'énergie, pas trop de temps, et dans lesquels j'ai de la joie. Et là, il n'y a pas eu une once de joie, en fait. C'est un projet qui a duré 1 an et demi et franchement, j'en suis toujours pas remise. Enfin, vraiment, pourtant c'est fini et j'ai revendu les murs là en septembre. J'ai signé la vente et tout. J'ai perdu beaucoup d'argent, ça c'est bon, j'ai fait une croix dessus, mais j'ai perdu énormément de temps, énormément d'énergie et franchement, mais moralement, ça a été un des trucs les plus durs que j'ai fait. Vraiment. Donc ça, c'était une très grosse erreur que j'ai faite, c'est de faire quelque chose parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, que je pensais que c'est ça qui me rendrait légitime et parce que je me dis, je sais pas, tout le monde investit dans le limo, il faut que je le fasse, je pense. Alors qu'en fait, moi, mon truc, c'est d'investir dans des instruments de musique, dans des tableaux, dans de l'art, dans des entreprises dans lesquelles je crois, dans des startups, des trucs. En fait, c'est pas mon truc, limo, tu vois, c'est pas mon truc, en fait. Donc, c'est de pas m'écouter et de courir après un succès, en fait, qui me ressemblait pas. Et je l'ai payé. Franchement, je l'ai payé. Quelle place, alors, non. J'ai eu la chance aussi, moi, il y a quelques années, d'ouvrir un coffee shop en présentiel. Génial. Ouais, et j'ai eu la chance de le revendre très vite aussi.
je suis admiratif en tout cas des gens qui ont des business en dur comme ça, mais vraiment admiratif pour l'avoir vécu de l'intérieur. Quand je vois le temps, quand je vois le risque, quand je vois l'énergie par rapport au gain potentiel qui est que dalle, non, mais c'est vrai, par rapport à ce que ça demande, par rapport au manque de liberté que ça apporte, je suis admiratif des gens qui ont un business en ligne et encore plus de ceux qui réussissent en présentiel, pardon, et encore plus admiratif de ceux qui réussissent avec des business en dur. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais quoi, c'est là aussi où ça nous met une belle petite tarte d'humilité et on se rend compte de la chance qu'on a parce que l'infoprenariat, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat à proprement parler. 100% d'accord. C'est l'entrepreneuriat le plus facile qui existe, où on fait beaucoup de marge, on est dans notre zone de confort, on a des vies de ouf à voyager, on est libre géographiquement, etc. Faut pas croire qu'on est des entrepreneurs de malades. Donc moi, ça me fait encore rire quand je vois des gens. D'accord. Moi, je suis dans la crypto, j'ai ça et ça, je suis un entrepreneur de ouf. Alors attends, ouvre un resto et on en reparle. Tu vois. Donc c'est bien aussi et c'est surtout de savoir avoir la gratitude pour la chance qu'on a. Tu vois, typiquement, on en parlait dans le mastermind dans lequel je suis il y a pas très longtemps, où en fait il y a beaucoup de gens qui sont assez stressés parce que ils font beaucoup moins de chiffre d'affaires que les autres années parce que le truc du Covid est un peu redescendu, les business en ligne, les conférences, les sommets, etc. en ligne, ça marche beaucoup moins bien que tu vois il y a 1 an ou 2 ans. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient en stress, qui se plaignaient, oui mais moi je comprends pas, j'ai fait moins de chiffre d'affaires et tout. Et en fait notre coach Martin, il a remis tout le monde d'accord, il a dit mais attendez les gars, en fait c'est pas que ça marche moins bien, c'est que vous avez beaucoup de chance. Et c'est pas la même chose. Oui. Donc, regardez un peu avec gratitude. On est bien dans notre petite zone de confort, nos petits trucs, etc. Mais en fait, on a eu énormément de chance. Bien sûr qu'on travaille, mais on souffre pas et on a quand même des métiers qui sont, entre guillemets, faciles. C'est quand même la forme d'entrepreneuriat la plus simple qui soit. Et tu vois, pour te faire le parallèle, il y a pas longtemps, je suis allée voir le Cirque du Soleil. Tu vois ce que c'est? Donc voilà, rêve de gamine et tout, on y va. Et en fait, les acrobates, franchement, ils te font des trucs de malade. Et en fait, c'est des artistes qui sont hyper complets. Ils chantent, ils dansent, ils arrivent à se mettre littéralement la tête dans le cul, comme on dit, la jambe derrière l'oreille et tout. Ils sont hyper souples, tu vois. Ils ont un jeu d'acteurs, ils font du théâtre. Enfin, bref, c'est des artistes qui sont hyper complets. Le show commençait à 22h30, il a fini à plus de minuit. Et en fait, on apprend que c'était leur 5e show dans la journée. D'accord? Donc en fait, les mecs, du matin au soir, ils font des trucs de fou. Et ils ont le sourire, et ils sont gracieux, ils ont le smile, ils viennent vers toi, ils sont élégants, ils sont beaux, etc. On est ressorti de là avec une claque d'humilité. Parce que nous, on est en train de se plaindre quand on a un webinaire à faire. 1 fois par mois, ou 1 fois par semaine. On se plaint quand on a un live à faire Instagram qui est un peu relou, qui est à 21h, ou parce que ça n'a pas bien marché notre webinaire, etc. Mais en fait, retrouvons un peu d'humilité. Retrouvons un peu d'humilité. Parce qu'on est quand même très confort dans notre milieu de l'infoprenariat. C'est clair. Bah, écoute, je te rejoins tout à fait. Et je pense que les exemples que tu viens de donner là, on pourrait en trouver plein dans plein d'autres industries. Et aujourd'hui, et je vais être tout à fait honnête avec toi, à titre perso, je ne me considère pas encore être un bon entrepreneur, par exemple. Moi non plus. Moi, je suis pas du tout une entrepreneur, hein, clairement. Moi, je n'aurais pas mon associé, je n'aurais pas de business. Je le sais. Je suis pas une entrepreneur dans l'âme. Moi, je suis une artiste. J'ai besoin de faire mes petits trucs perchés, de faire les trucs que j'aime, avoir des idées, jouer de la flûte et faire mes trucs, mais je suis pas une entrepreneur. Je suis une super humaine, une super leader, ça j'en doute pas parce que j'ai vraiment cette capacité-là à fédérer et tout, mais je suis pas du tout entrepreneur, je comprends rien au business, je suis pas passionnée de business, j'aime pas tellement le business et j'aime pas plus l'argent que ça non plus. J'aime bien en avoir en effet pour pouvoir vivre ma liberté et faire tout ce que je veux parce que j'aime pas la privation, mais honnêtement... je suis pas une bonne entrepreneur et j'ai vraiment du mal à me considérer comme une entrepreneur aujourd'hui, tu vois. C'est quoi qui te fait dire ça? Là, tu viens de l'expliquer brièvement, mais est-ce que tu as un exemple concret à donner qui te fait dire, je sais pas, parce que moi, typiquement, je peux te dire à peu près pourquoi je pense que je suis pas un bon entrepreneur. Encore. Ouais. En fait, moi, tout simplement parce qu'en fait, je ne sais pas faire du business stratégiquement, en fait. D'accord. Moi, j'ai des très très bonnes idées pour des idées de produits, répondre à une communauté, fédérer des communautés. Mais concrètement, après, pour en faire quelque chose de judicieux, financièrement, juridiquement, fait sur tous les plans, moi, ça m'intéresse pas. Déjà, ça m'intéresse pas. Je pense que je suis pas du tout intéressée par le business et donc, d'ores et déjà, ça peut pas faire de moi forcément une bonne entrepreneur. C'est peut-être une croyance que j'ai, qui est faussée, mais c'est une de mes croyances. Et puis, parce qu'en fait... j'ai pas du tout de vision stratégique business. J'ai la vision
des marques, j'ai la vision d'un produit, j'ai la vision d'une communauté, j'ai une vision qui est très artistique. Mais ensuite, tout ce qui est un peu plus chiant, en fait, je n'ai pas envie de m'en occuper. Et le prix à payer pour avoir une entreprise bien ficelée, etc., si je devais le gérer toute seule, par exemple, je ne serais pas prête à le payer pour ma liberté. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir un associé qui, justement, te remplace sur cette partie-là, qui, lui, d'ailleurs, est... Et puis les Et équipes. lui, mon associé, il adore le business, il a une vision stratégique. Tu vois, par exemple, là, on est en négociation pour racheter une boîte. Moi, la seule chose que je dis, c'est ok, bah, je sais que c'est hyper aligné, cette boîte, c'est juste, machin, j'adore, il y a bon feeling et tout. Mais moi, ça va s'arrêter là. Alors que lui, il me dit, bon, bah, on va le racheter avec telle forme, telle entreprise, tel truc, faut qu'on aille faire faut qu'on aille faire ce prêt-là, qu'on voit ça, qu'on négocie ça de cette manière-là, puis qu'on voit comment on peut accompagner sur le plan de communication, les trucs et tout. Bon. Je comprends rien, moi. Ouais, mais donc ma question c'est du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que t'es pas une bonne entrepreneur étant donné que tu as su t'entourer des personnes et des équipes, enfin du coup de ton associé et des équipes pour créer ce que t'as créé aujourd'hui? J'en sais rien. Tu vois, Chris, il me dit pareil. Il me dit, mais si t'es une bonne entrepreneur, t'as su t'entourer pour rester dans ta zone de génie à la perfection et faire que les trucs que t'aimes et dans lesquels t'es bonne. Ben non, moi j'ai l'impression que j'ai surtout beaucoup eu de chance. Moi j'ai l'impression que j'ai surtout beaucoup eu de... En fait, mon équipe et mon associé, ils ont vu le talent que j'avais à fédérer, à impacter les gens, à avoir des discours qui sont impactants, quoi que ce soit. Et c'est eux qui sont venus me voir. À aucun moment, moi, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un pour déléguer ça, etc. Maintenant, je me le dis. Et c'est comme ça que j'ai construit l'équipe. Mais à la base, pas forcément, tu vois. Ouais, après, alors désolé de rentrer dans ce débat-là, je vais te rallonger encore l'épisode. Mais je pense, mon point de vue, en écoutant ça, je me dis, t'as eu de la chance que ces gens-là viennent, mais ces gens-là sont venus uniquement parce qu'à un moment donné, ils ont compris ta vision, ils ont vu le potentiel, ils ont vu la personne, et c'est ça qui les a attirés à toi et qui a fait qu'aujourd'hui, bah, du coup, ils ont créé avec toi ce que vous avez créé aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire là? Ouais, complètement. Parce en fait, là, par exemple, je suis la visionnaire. Je suis une visionnaire. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que, tu vois, je me décrirais plus comme une visionnaire que comme une entrepreneur. Parce que moi, j'aime avoir la vision, la créativité. En fait, je donne le là, de la musique, tac, tac, tac. Mais après, j'ai pas envie de construire. Tu vois? Mais c'est pour ça que je dis, là, encore une fois, j'ai un exemple qui me vient, mais je me dis, par exemple, un truc tout con, au moins tout le monde connaît, Elon Musk, aujourd'hui. C'est pas lui qui va aller tout mettre en place dans son business. C'est certainement pas lui qui va gérer les équipes. C'est certainement pas lui qui fait tout ça. Par contre, c'est lui qui est en capacité de poser la vision. Donc, est-ce qu'on peut t'appeler Chloé Musk? On pourrait peut-être. Non, ça sonne pas mal. Ouais, je comprends complètement et c'est exactement la même chose que mon chéri me disait. Donc, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'arrive pas à me considérer encore comme. J'ai beaucoup de mal encore à me considérer comme une bonne entrepreneur. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui sont des super businessmen et tout. Oh, putain, mais moi, je suis vraiment une brêle sur plein de trucs en fait, tu vois. Mais en même temps, oui, peut-être que c'est ça, entreprendre, c'est savoir rester dans sa zone de génie et pas chercher à tout comprendre, à tout faire. Peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, moi, il y a aussi un vrai syndrome de l'imposteur où tu vois, par exemple, quand je vois toi tout ce que tu fais et t'es seul à la tête de ton entreprise, même si t'as des équipes et tout, ben moi, j'ai vraiment l'impression que je serais jamais capable de faire ce que tu fais si j'étais seule, tu vois. Mais jamais, en fait. À l'inverse, moi, j'ai l'impression de pas faire assez. Comment ça? J'ai l'impression de pas faire assez. Je sais pas ce que tu appelles faire beaucoup de choses seul. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais pas suffisamment. Exemple, je vais te donner ma vision. Tout à l'heure, je te disais, je suis pas un bon entrepreneur. Moi, stratégiquement, j'ai la chance d'aimer le business, de lire business, de regarder la télé business, d'écouter business. Donc, en fait, ça m'intéresse de ouf. Donc, je pense que je suis relativement correct businessment parlant. Par contre, tu vois, aujourd'hui, moi, je manque clairement de focus. Je perds beaucoup d'énergie dans des trucs. Je manque par exemple, un truc tout con. Je suis coach sportif. Je m'entraîne une fois par semaine à la salle de sport. Ah ouais. J'ai pas de routine et tu vois, j'ai envie de dire, j'ai un manque de traits de caractère. J'ai certains traits de caractère qui me font beaucoup défaut et qui me permettent pas de grossir aussi vite que je l'aimerais. Et je pense aussi du coup aussi avoir des croyances et des modes de fonctionnement, je sais pas où le ranger, mais qui ne sont pas encore serviables, tu vois. Et le jour où j'aurai réussi à travailler là-dessus, je pense que ça pourra m'aider. Mais j'ai aussi le sentiment que à cause de ces choses-là,
Tu vois, par exemple, pas m'entraîner suffisamment, bah clairement je perds en énergie, en focus et surtout au niveau d'énergie, pour être honnête avec toi. Je sors beaucoup le week-end, tu vois, resto, tu vois, bar avec les potes, etc. Ça me défocus de ouf. Et je sais que j'ai besoin de travailler sur ces choses-là pour devenir l'entrepreneur que j'ai envie d'être un jour, tu vois, par exemple. Ouais. C'est super intéressant ce que tu me partages parce qu'en fait, tu vois, ça, en fait, moi, je suis du coup vraiment à l'opposé de toi. Moi, c'est vraiment ces domaines-là où j'excelle, où en fait, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais en fait, moi, tout ça, je considère pas que c'est de l'entrepreneurship, je considère que c'est du leadership. Mhm. Et le leadership, pour moi, il a trois composantes. C'est se leader soi-même. Et se leader soi-même, c'est être capable de s'entraîner, manger bien. Pas uniquement, mais tu vois, c'est vraiment cette capacité qu'on a à se leader soi-même. Et c'est commencer par poser des non négociables qui te permettent d'être en énergie, qui te permettent d'être un bon leader pour tes clients, pour ton équipe, pour ta communauté, etc. Mais ça commence par soi. Donc ça, c'est le premier niveau du leadership. Le deuxième, c'est leader une autre personne. C'est ce que tu vas faire avec tes équipes ou tes clients one-to-one quand on a, etc. Comment tu fais pour les guider? Mais pour ça, il faut aussi que tu incarnes toi tes messages. Sure. Et le dernier stade, c'est l'idée des communautés. Et c'est uniquement en ayant ces deux premiers niveaux de leadership que tu as le troisième. Et moi, je pense, c'est pas que j'excelle pas, mais je pense que je suis vraiment bonne dans le leadership. Et tu vois, même le mastermind que j'ai, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est que du leadership, plus que de l'entrepreneurship, tu vois. Donc au final, c'est intéressant parce que moi, j'ai le leadership, toi, tu considères que du coup, t'as le côté plus business et tout. On est tous les deux à se dire, ouais, on n'est pas des bons entrepreneurs. Non, mais je pense que c'est aussi très bien, comme tu l'as dit, pour garder aussi un petit peu les pieds sur terre et puis juste essayer de s'améliorer. Je pense que c'est aussi ça qui est super important, c'est juste essayer de s'améliorer au moins un petit peu. Je vais même pas te dire tous les jours, je vais te dire au moins un petit peu chaque semaine. Ouais. Donc, Ouais. mais c'est intéressant que tu me dises, voilà, je suis pas une bonne entrepreneur, parce que pour moi, quand je te dis ça, moi, quand je vois le fonctionnement, aussi, je connais aussi un petit peu, un tout petit peu les coulisses, Ouais. tu vois. Bah Ouais, moi, ouais. je trouve que tu es une très bonne entrepreneur, par exemple. Ouais, et vice versa, tu vois, Ouais. parce que ouais, moi je suis pareil ce que tu fais et tout. Je te vois dans le mastermind de Russell Brunson, je te vois faire tes trucs, tu vas te déconstruire et éplucher parfois certaines de tes stratégies et tout. Et je me dis waouh, je comprends rien et tout. Franchement, je suis pas bonne, faudrait que je m'y intéresse et tout. Et en fait, à chaque fois, je me dis mais non, en fait, c'est sûrement parce que je m'y intéresse pas qu'on est bon dans ce qu'on fait. C'est que moi, j'essaie pas de m'occuper de tout ça. Bon, ben on va s'échanger des filons. Déjà, tu vas commencer par t'entraîner. Allez, c'est bon, celui-là, je le prends et j'irai après l'épisode ensemble. Chloé, honnêtement, je pense que l'épisode, il a été extrêmement riche et je pense qu'on a parlé vraiment de points qui sont extrêmement importants et honnêtement, même moi, qui me font du bien d'entendre certaines fois, réentendre dans d'autres et je trouvais ça vraiment cool. J'ai une question à te poser qui va vraiment être axée sur les personnes qui pourraient écouter cet épisode jusqu'à la fin. Donc déjà, merci à tous ceux qui auraient écouté ça jusqu'à la fin. Si tu as un entrepreneur ou une entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui est, on va dire, voilà, qui a un business en ligne, qui marche bien, mais qui aujourd'hui ressent qu'il n'a pas encore les résultats qu'il souhaite ou qu'il mérite d'avoir. Quel est le conseil que tu aimerais donner? Alors, je sais que la question, elle est grave bateau, mais je sais que tu vas me trouver une réponse qui ira bien. Quel conseil que tu aimerais donner à cette personne-là par rapport à ta propre expérience et par rapport à tout ce que toi, tu as déjà traversé? Revenir à soi. En fait, je vais à nouveau sortir une phrase bateau, mais j'aimerais vraiment qu'on y revienne. On n'a jamais de problème de business, on n'a que des problèmes perso qu'on transpose sur notre business. Donc il n'y a jamais de problème business. On s'en tape de l'algorithme Instagram, que les publicités marchent pas, etc. C'est vrai que c'est des problèmes, mais ces petits problèmes-là ne sont que la manifestation de quelque chose d'autre à l'intérieur. Donc l'idée, c'est toujours revenir à soi, voir ce que ça vient chercher, voir ce qu'on espère. Tu vois, typiquement, quand on n'a pas les résultats qu'on escompte à l'extérieur, faut revenir à soi. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je suis en train d'espérer? Est-ce que j'ai vraiment tout donné? Est-ce que je me sens vraiment bien? Pourquoi est-ce que j'attends plus de résultats? Comment je me sens avec ça? Est-ce que j'ai l'impression, ouais, voilà, d'avoir tout donné? Est-ce que, ouais, comment je me sens avec les choses? Est-ce que j'ai un bon rapport avec ma communauté? Est-ce qu'en fait j'essaye de faire le radin? Et c'est quoi mes intentions? Et parce qu'en fait, enfin, vraiment, ça peut faire très bateau, spirituel, etc. Mais tous nos résultats, c'est toujours la résultante de ce qu'on envoie comme énergie. De toute façon, tout ce qu'on envoie comme énergie, c'est quelque chose qui nous revient. Comme la boucle infinie, c'est toujours quelque chose qui nous revient. Et pour moi, vraiment, le meilleur moyen d'avoir des résultats à la hauteur de nos espérances, même si on maîtrise pas toutes les métriques, il y a plein de métriques qu'on maîtrise pas,
c'est de faire attention à l'énergie qu'on projette et à l'énergie qu'on envoie. Donc c'est prendre soin de son énergie, d'où l'importance aussi de bien dormir, de s'entraîner, de bien manger, de prendre soin de soi, de pas être trop stressé, de savoir se reposer, d'être bien entouré, d'avoir des gens qu'on aime, sur qui compter, de pouvoir avoir des gens à qui parler, de se faire aider, de se faire coacher, de s'inspirer, d'avoir du temps pour soi, de pas trop bosser pour avoir du temps pour s'inspirer. Donc c'est toujours revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Et puis quand je parle de revenir à soi, c'est aussi en fait comment ce manque de résultats peut nous impacter. Parce que parfois, il y a aussi une notion d'impatience. Tu vois, moi, je décèle ça chez des gens. J'ai pas encore les résultats que je voudrais. D'accord? Qu'est-ce que ça vient de faire, en fait? Il y a une forme d'impatience chez toi. Tu voudrais tout avoir tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher? Ça renvoie à quoi? Donc, c'est toujours revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Moi, de mon expérience, je me rends compte que les résultats sont là quand on est dans quelque chose qui est fluide. Quand c'est fluide pour nous, quand c'est facile, entre guillemets. Quand je dis facile, ça veut pas dire que c'est sans effort. Et quand on est à notre juste place, quand on kiffe, quand il y a de la joie, quand c'est pas motivé par une peur ou motivé par une insécurité, et quand c'est motivé par une intention d'envoyer ou de donner, honnêtement, ça devient très fluide. Quand on a besoin de se réaligner tous les mois parce qu'on n'est pas trop aligné, parce que nos résultats ça va pas et qu'il faut changer de stratégie, c'est que juste à la base, il y a quelque chose qui va pas. C'est à soi. Il faut toujours revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Et j'aimerais donner un exemple concret pour que ce soit facile. Je peux donner l'exemple de Chris que tu connais aussi, qui lui s'est lancé un peu après moi et qui a commencé à vendre des produits aussi, tu sais, sur le sport, les accompagnements fitness et tout. Et en fait, donc il a écouté ce qu'on lui disait, il a fait des webinaires pour vendre à la fin des programmes, etc. Et je me souviendrai toujours d'un moment où en fait j'ai pleuré. J'avais tellement de peine pour lui qu'en fait j'en ai pleuré alors que lui était moins touché que moi. Il a fait un webinaire, il était 3-4 heures du mat à Bali, on était en pleine nuit, Chris était dans la salle de bain, en train de crever de chaud, en train de faire son webinaire, je l'entendais des gros booms comme ça, en fait, il y avait des tarentules qui passaient sur le clavier et tout, bref. C'était l'horreur pour lui, tu vois, ce webinaire. Et en fait, il fait ce webinaire et à la fin, je crois, il fait une vente. Une vente, tu vois. Franchement, j'étais écœurée parce qu'il avait tout donné, c'était un moment qui était pas simple, il bossait dessus, il s'était levé, 4 heures du mat, il était claqué, enfin bref, tu vois. Et moi, en fait, j'étais vraiment, j'étais pas bien. En plus, tu vois, je connais mon chéri. Il est tellement gentil, mais tellement du sien. Il a tellement envie de donner. C'était pas juste. Ça fonctionne pas pour lui. C'était pas juste qu'il n'y ait pas de résultat. Et puis en fait, avec les semaines qu'on suivit, on a vraiment, il est vraiment allé chercher à l'intérieur de lui. Et en fait, il a dit, mais en fait, c'est juste logique qu'en fait ça marche pas, parce que si je fais ça, c'est pour réussir, c'est pour avoir de l'argent, mais c'est surtout pour, en fait, c'est parce que j'ai envie absolument d'avoir de l'argent, mais je crois pas tellement en ce que je vends. Je crois pas tellement en ce que je vends. Les gens que j'attire et à qui je le vends, je les apprécie pas forcément et je sens que, je sais pas que je les méprise, mais c'est pas des gens avec qui je résonne forcément et je sens bien que c'est pas à eux que j'ai envie de m'adresser. Et puis en fait, à l'intérieur de lui, il était profondément désaligné avec ce truc fitness, etc. Il adorait ça, mais c'était pas du tout sa cible. Lui, il veut aller entraîner des super entrepreneurs qui ont une hygiène de vie qui est pas super bonne, il a envie de les reconnecter avec le dépassement de soi, etc. Enfin, il était pas du tout dedans. Et puis en fait, du coup, il projetait même pas une bonne énergie. Il donnait pas beaucoup de contenu gratuit. Ce qu'il donnait, c'était pas aligné. Il était pas lui-même. Il était super mal à l'aise en live parce que c'était pas. Tu sais, on sentait qu'il était mal à l'aise de vendre son truc. Ça le faisait pas. Donc tu sais. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de persévérer, mais c'est qu'à un moment donné, il faut revenir à soi et se dire, en fait, attends, est-ce que je suis dans les bonnes chaussures, là? Et il n'était pas du tout dans les bonnes chaussures. Et tu vois, juste avant l'interview, je te disais, ouais, en 2022, Chris, il s'est réveillé en disant, mais en fait, c'est bon, ma voix, je la connais. Ça fait des années que je la cherche. Et là, en fait, c'est bon, je la connais. Il a lancé des cercles d'hommes. Il commence à parler beaucoup de masculin conscient et tout. Il a jamais eu à rien vendre. Tout le monde vient à lui et ses cercles sont pleins, tu vois. Donc, c'est pas que c'est magique, mais c'est que, voilà, quand il y a un manque de résultats malgré tout ce qu'on donne et que c'est beaucoup d'efforts, bien que les efforts soient normaux, surtout au début d'une carrière entrepreneuriale, oui. Il faut revenir à soi et se dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi, et ça tout part de soi. Donc, il faut revenir à soi. Super, ouais, ça me parle bien. Je terminerai pour boucler la boucle de l'épisode avec la thématique du jour. On a beaucoup parlé de communauté aujourd'hui. Moi, je suis très attaché à ça. Alors, comme je te l'ai dit, moi, c'est vraiment, on va dire que ma communauté, elle est en cours. J'ai ma petite communauté qui va bien, qui démarre et qui se développera à l'avenir. J'en suis persuadé. En tout cas, je donnerai tout pour. Mais aussi, il y a les communautés sur lesquelles je m'efforce, moi, d'interagir. C'est-à-dire, enfin, dans lesquelles je m'efforce d'interagir. Et comme tu le sais très bien, je fais partie de différents groupes d'entrepreneurs, différents masterminds en France, à l'étranger. Et pour moi,
le leadership, c'est aussi, si on cherche à avoir une communauté, faut que nous-mêmes aussi on y croit et que nous-mêmes on aille en chercher. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à ça, pour terminer la boucle des communautés? Parce que c'est bien beau de se dire, faut que j'en ai une, mais est-ce que nous, on y croit vraiment? Est-ce que nous, déjà, on investit là-dedans? Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter cette connerie de je me suis fait tout seul. Personne se fait tout seul. Tu sais, quand on voit self-made millionnaire, etc., moi, c'est des grosses conneries. Ça, personne se fait tout seul. On a tous besoin des autres. Il y a forcément des gens qui nous ont aidés sur notre route. On a fait partie de groupes où on a été entouré de gens qui nous aident et qui continuent de nous aider. C'est important de prendre conscience de ça et de bien s'entourer et de faire partie de communautés. Si on a envie de fédérer des communautés, c'est bien de prendre du recul et d'observer de quelle communauté on fait partie, sur quels gens on s'appuie, et de aussi faire la démarche justement de s'inscrire dans des communautés, que ce soit gratuit ou que ce soit payant. Moi, comme toi, je fais partie de mastermind, etc., de groupes, de coaching, et puis parfois c'est pas du tout, tu vois, parce que moi mon truc, vu que c'est pas le business, je fais pas du tout partie de communauté business, à part le mastermind dans lequel je suis. Les autres communautés, tu vois, dont je vais faire partie, c'est pour mon cheminement perso, spirituel, etc., mais ça reste des communautés. Et je crois que si on veut fédérer des communautés, on a besoin de savoir comment les communautés fonctionnent et quelle est notre place au sein d'une communauté. Et donc, on a besoin de faire partie des communautés. D'où l'intérêt de rejoindre des groupes, des accompagnements, des coachings, d'avoir des cercles d'amis, des cercles de parole, des cercles de proches. Enfin, ouais, je crois que c'est très, très important. Je connais un peu les personnes qui vont nous écouter et puis volontairement, je vais rebondir là-dessus avec ma façon de parler habituelle. Mais je pense que c'est hyper important de comprendre le plus vite possible que les communautés, c'est un putain d'accélérateur pour notre vie d'entrepreneur. On s'en rend pas compte, mais c'est juste un putain d'accélérateur de par ce qu'on va y entendre, de par les échanges qu'on va avoir, de par le réseau qu'on va créer, de par l'aide qu'on va recevoir des gens, parce qu'on néglige beaucoup trop ça, mais on est extrêmement aidé quand on rejoint ce type de communauté-là. Et plus vite on le comprend, mieux c'est. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est entrepreneur, qui sait pas trop s'il faut rejoindre des communautés, s'il faut investir dans des, je sais pas comment on peut appeler ça, des programmes, si vous êtes des entrepreneurs qui vous plaisent, franchement, allez-y, parce que c'est inestimable ce qu'on y trouve, ce qu'on y reçoit, et à quel point ça nous permet d'accélérer sur tous les plans, que ce soit business, ok, mais aussi sur le plan perso. Putain de sa race, parce que moi, si j'avais pas fait partie de Mastermind, je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'en suis sûr à 1 million de %. Mais 1 million. Ouais. Et je ferais une année sans mastermind, ouais. Ouais. Ben, alors moi, tu vois, ça m'étonne pas du tout. Moi, c'est pas trop dans les masterminds, tu vois, que j'ai trouvé cette croissance-là, mais c'est dans les cercles, en fait, dans lesquels je vais aller discuter, piocher et tout. Mais en fait, tu vois, moi, ça va même encore plus loin, là, ce que je veux poser. C'est même pas que par rapport au business aussi, c'est, alors sur le plan perso aussi, mais tu sais, c'est même dans la source d'inspiration. Parce qu'en fait, le fait d'être dans des communautés, dans des groupes, on est encore une fois sans cesse confronté au regard de l'autre, mais aussi au point de vue de l'autre. Et c'est un énorme moyen, en fait, de prendre de la hauteur sur les choses et d'arriver à voir une situation ou un problème sous un autre angle. Donc ça, c'est ouf. Quand on est face à une problématique, de réunir 5-6 personnes et de dire, bon, voilà ma problématique, j'attends vos regards. Et là, on se rend compte qu'en fait, personne n'a le même regard sur soi, une manière de penser complètement différente, et on se dit, mais what the fuck, pourquoi j'y ai pas pensé? Et c'est là qu'on arrive à prendre des décisions, c'est là qu'on arrive à sortir des choses, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est infoutus de voir une situation sous un autre angle. Alors qu'en fait, c'est la clé de toutes les solutions possibles. Toutes les solutions qu'on va trouver, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est regarde la solution sous un autre angle, puis tu verras que tu vas trouver vraiment la solution. Et puis même au niveau de la création de contenu, le fait d'échanger avec des gens, c'est ce qui donne la plus grande inspiration pour la création de contenu. Moi, tous mes podcasts, je les ponds après avoir une discussion, même avec un boulanger. Hein. Ouais. Tu sais, je vais boire un café avec quelqu'un qui me dit bonjour, ça me fait avoir une réflexion, un prof de yoga, un super entrepreneur, même là, la discussion qu'on a, je sais que ça fait germer des graines et je me dis, ah putain, il y aura des épisodes de podcast qui vont sortir là-dessus, tu vois. Donc c'est l'interaction qui nous nourrit, en fait. Clairement. Je te partage ce truc, c'est un truc que je suis content de faire des podcasts, en fait, au final, parce que je peux partager ces trucs-là que je dis pas habituellement, mais moi, tu vois, les groupes d'entrepreneurs, le truc que ça m'a fait prendre conscience, ça m'a jamais apporté une aide précieuse. J'ai jamais découvert une stratégie de ouf que je connaissais pas ou que j'avais jamais lu ailleurs, tu vois. Ou si, évidemment que j'ai eu des trucs, tu vois, mais ça a pas changé ma vie pour ça. Là où ça a changé ma vie, c'est que ça m'a fait juste comprendre que j'étais bon dans ce que je faisais, tu vois. Ouais, pareil. En fait, ça reconfirme. Ouais. Et seul, je pouvais pas le voir et les gens qui m'entouraient ne pouvaient pas le voir. Et d'ailleurs, je leur en veux absolument pas. Les gens qui me suivent ne le voient pas toujours. Mais quand tu as des entrepreneurs de plus avancés que toi ou au moins du même niveau, et même dès qu'ils sont derrière toi, qui viennent te poser des questions, qui te disent que ce que tu fais c'est génial, etc. C'est pas pour de l'ego du tout. C'est juste que ça vient de faire dire, mais ok, en fait, je suis déjà légitime pour ce que je fais. Ouais. Et ça te donne un coup de pied au cul pour en faire encore plus, quoi.
Exactement. Et tu vois, c'est en ça, Lohan, que t'es un super bon entrepreneur, parce que ça, c'est un putain de mindset. C'est un super bon état d'esprit que t'as. Enfin, même le fait d'entendre ça, et je pense que tous ceux qui entendront ça, ils seront d'accord, c'est être un super bon entrepreneur d'avoir cet état d'esprit-là, cette humilité-là, cette vulnérabilité-là, pardon, et même, en fait, tu vois, ce que tu partages, c'est ce que 100% des infopreneurs disent, c'est à quel point on se sent seul, et à quel point de savoir que d'autres gens traversent la même chose que nous, ou font un peu moins bien, ou font un peu mieux, etc., ça nous reconfirme notre posture. C'est, en fait, je suis pas tout seul. En fait, je me débrouille bien. En fait, ce que je fais, c'est assez, c'est suffisant. Ce que je fais, c'est bien. Ça apporte de la réassurance et on en a besoin. On se sent tous tout seuls dans notre coin. On travaille beaucoup en ligne et tout. On a tellement besoin d'être entourés pour nous rassurer. Enfin, tu vois, même moi, je savais pas, par exemple, que 4000 personnes dans un groupe, c'était bien. Et tu vois, le fait que tu me dis ça, je me dis, bon, c'est cool, tu vois. Mais si j'avais été toute seule dans mon coin, je l'aurais jamais entendu. Et ça fait quand même du bien. Que ça flatte l'ego ou pas, on s'en fout, mais ça fait quand même du bien. Donc je crois que c'est hyper important, et même de s'entourer de gens qui t'inspirent et puis de gens qui te reconfirment, etc. Tu sais, moi, ça me fait penser à ça, en fait. T'as déjà un méga leadership là-dessus parce que tu reconnais ça en toi. Et moi, mon coach, Martin, il m'a dit un jour, tu sais, Chloé, leadership is a lonely path. La voie du leadership, quand tu fédères une communauté ou quoi que ce soit que tu choisisses de l'idée, tu vas toujours te sentir seul. Toujours te sentir seul. Personne peut comprendre ce que tu vis, à part des gens qui vivent ce que tu vis. D'où l'intérêt de s'entourer d'autres leaders. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai rejoint un mastermind. J'en avais marre de me sentir seule. Puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui vit pas du tout la même chose que moi que je vais raconter ça parce que j'ai besoin d'être comprise par mes pairs, tu vois. Donc je vais appeler un Lohan Bouchet, donc je vais appeler un Martin, donc je vais, tu vois, et on se comprend et en fait c'est bon. C'est bon, je suis pas folle. Ouais. Je suis pas la seule. En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message là-dessus, c'est que c'est juste, comme tu l'as très bien dit, c'est normal de se sentir seul. En tout cas, quand ça arrive à tout le monde, c'est que c'est normal. Donc du coup, il faut juste se dire qu'est-ce que je peux faire. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a pas longtemps et en fait j'ai juste compris pourquoi je venais dans les masterminds. Quand j'ai fait Funnel Hacking Live de Russell Brunson, donc c'était un événement qui était à Orlando aux États-Unis, et là j'ai passé 3 jours en immersion là-bas avec 5000 entrepreneurs en ligne. Et je suis ressorti, alors même pas, j'étais dans l'événement plus, je suis ressorti ultra boosté, mais genre je peux même pas décrire les sentiments que j'avais. Mais je me dis, si je ressors comme ça et que ça dure pendant 20 jours, cet état un peu d'euphorie, bien-être, où tu as envie de tout fracasser, si j'arrive à reproduire ça plusieurs fois dans l'année parce que je suis et que je fais en sorte d'être dans ces environnements-là, bah ça peut donner quand même des choses sympas à la fin. Et en plus, je me sens bien. Donc tu vois, il y a quand même pas. Donc du coup, moi j'ai participé à Funnel Hacking Live. J'ai rien prévu d'acheter. Je me suis senti tellement euphorique et tellement bien pendant 3 jours qu'à la fin, je lui ai lâché un énorme ticket juste pour participer à 2 rassemblements dans l'année. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Tu vois, ça, c'est une voie d'entrepreneuriat qui est top, qui est galvanisante, en fait. Et tu vois, c'est un autre sujet encore une fois, mais du coup, pour moi, le marketing du futur, il est aussi basé là-dessus. Sur comment est-ce qu'on peut aussi galvaniser les gens plutôt que d'appuyer sans cesse sur leurs blessures, leurs insécurités, ça va pas, tu souffres, tu te sens comme une merde, achète mon produit. Je pense qu'au contraire, on peut essayer aussi de tirer un peu tout le monde vers le haut et de galvaniser les gens, de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et au final, regarde, tu vois. Ça marche. Bah ouais. En tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux, je me suis fait avoir, donc j'y crois. Voilà. Moi, je fonctionne comme toi aussi, donc. Donc voilà. Écoute, Chloé, encore un grand merci pour l'épisode d'aujourd'hui. Bah merci à toi, c'était vraiment cool, super enrichissant aussi, vraiment beaucoup pour moi. Et tu sais, ça fait du bien de remettre, tu sais, d'avoir aussi des discussions comme ça. Moi, ça me fait aussi du bien, tu vois. Donc c'est cool, faut qu'on se le fasse plus souvent, en vrai. Bon, je te réinviterai pour les épisodes de podcast. Oh, t'inquiète pas, je vais trouver des sujets. J'en ai encore un paquet en réserve. Mais en tout cas, merci pour les partages. Merci aussi pour la transparence sur les sujets. Parce que c'est pas tout le temps que tout le monde est 100% transparent sur tout, et je trouve que c'est vraiment cool, vraiment plaisant, et puis j'espère en tout cas que ça parlera à beaucoup de monde et que ça aidera aussi, surtout des personnes. J'espère aussi, parce que je crois qu'on a tous besoin de beaucoup de transparence et de vulnérabilité. Faut pas croire au truc d'entrepreneuriat facile où on fait des millions, où tout est simple, où on a toujours le moral. Moi, j'y crois pas une seule seconde, et malheureusement sur les réseaux sociaux, on s'arrête beaucoup à ça. On croit que tout est facile, tout est rose, ça y est, il fait de la crypto, il bosse 1 heure par semaine et tout.
Voilà, c'est pas la réalité. Je crois que c'est important de donner la réalité, et puis j'espère que ça pourra aider, et voilà, et que les gens restent pas tout seuls, qu'ils en parlent, qu'ils s'entourent, et puis honnêtement, hein, la voie de l'infoprenariat, ça a beau être sûrement la plus simple dans l'entrepreneuriat, ça reste une épreuve, ça reste un condensé de vie sous stéroïdes, comme dit Aline de The Bee Boost, tu sais. C'est un peu comme la vie sous stéroïdes, t'es dans les montagnes russes et on signe pour les montagnes russes, en fait, hein, pour les vallées, les monts, et voilà, donc vous êtes super courageux, super résilient, et déjà super inspirant déjà juste de vous être lancé, tu vois. Super. Écoute, je pense que je peux pas terminer mieux, donc on terminera là-dessus. Génial. Merci à toi. Merci.